Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, ça fait pas si longtemps que ça, parce qu'on a eu pas mal de streams ces derniers temps. Ne vous y habituez pas trop, je ne serai pas là tout le temps. Aujourd'hui, nouveau stream orienté débat. On a un nouveau sujet très intéressant, j'espère qu'il va vous plaire. Salut Nestor, toujours là, toujours dans les premiers. Enfin, le premier même à chaque fois. Salut Usti. Euh, on a deux invités aujourd'hui que je vais vous présenter dans un instant. Grande nouvelle, je l'ai posté sur les réseaux. Nous avons enfin l'affiliation à Twitch. Bonjour maman, d'abord, qui est sur le chat, pardon. Nous avons enfin eu l'affiliation à Twitch, donc c'est pas énorme, mais pour moi c'est une petite victoire et c'est surtout grâce à vous. Donc merci d'avoir rejoint le stream, d'avoir été là pendant tous les streams de papotage qu'on a dû faire pour avoir l'affiliation. Votre support est vraiment très très important. Donc je vous remercie. Même les petits messages privés que je reçois, c'est cool. N'oubliez pas, vous pouvez participer. Je le répète, c'est notre stream, donc on aborde les sujets dont vous avez envie de parler et il n'y a aucun sujet tabou. Vraiment, n'hésitez pas à proposer. Si vraiment ça ne peut pas aller, au pire, j'essaierai de reformuler pour que ça soit un peu plus politiquement correct. Mais en tout cas, vous êtes les bienvenus sur le stream pour intervenir, même ponctuellement pendant une émission, avec, sans caméra. N'hésitez pas. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui tourne autour du jeu vidéo au sens large. On ne va pas se concentrer sur l'e-sport. On a tendance à voir le jeu vidéo comme un divertissement, comme un moyen parfois de se défouler, de rigoler entre amis. Mais il y a aussi des jeux qui sont là pour apporter une prise de conscience, pour aborder des sujets qui sont très importants, des sujets de société, des sujets tels que le deuil, tels que la dépression, le fait d'être isolé socialement, l'immigration, l'esclavage, des sujets sociétaux qui sont forts, impactants et dont il faut parler. Aujourd'hui, on se pose la question, est-ce que le jeu vidéo peut aider à faire évoluer les sujets sociétaux importants? Pour ce faire, j'ai avec moi ce soir Sébastien et Golran. Sébastien Golran, on va faire un petit tour de table, je vous laisse vous présenter en quelques mots. Sébastien, si tu veux bien. Eh bien, bonjour à toutes et à tous, donc je suis Sébastien Janvaux, je suis professeur à l'université de Lorraine, game designer également. J'ai commencé ma carrière en étant game designer chez Ubisoft et ensuite je me suis orienté vers la recherche et l'enseignement et mon domaine de spécialité ce sont les enjeux artistiques et culturels des jeux vidéo et justement en tant que game designer je continue à développer ce que j'appelle des jeux expressifs, des jeux qui vont être en lien avec des problématiques issues du réel. Et voilà, et je suis aussi à l'initiative de la création d'un master orienté vers ces questions-là. Voilà. Merci beaucoup. Golran, je t'en prie. Alors moi, je m'appelle Mathieu, donc Golran. Euh, j'ai 33 ans et je suis coach professionnel sur la scène Valorant depuis à peu près 5 ans, depuis la sortie du jeu. Avant ça, j'étais sportif de haut niveau, je faisais du roller hockey, voilà. Et je me suis pris d'affection pour le jeu vidéo et la compétition depuis tout jeune. Donc j'en ai fait mon métier. Et là, ça va faire 5 ans que je suis sur la scène Valorant. Et cette année, je coach dans un domaine un peu particulier. Je suis à l'initiative d'une section e-sport études dans un lycée public qui se trouve à Grenoble, un lycée où des jeunes vont pouvoir passer leur bac et être dans un cursus complètement classique d'un lycée public, mais qui vont avoir des horaires aménagés afin de pouvoir s'entraîner et de développer leurs compétences dans le jeu vidéo, en l'occurrence dans Valorant pour l'instant. Voilà. Ok, top. Donc on a parmi les premières sections sportives, comme on les appelle plus communément, mais avec l'e-sport, c'est intéressant. Eh bien écoutez, on va pouvoir commencer à aborder ce sujet qui me tenait à cœur quand même, de pouvoir utiliser le jeu vidéo comme autre chose que juste un divertissement, tel qu'il peut l'être aussi. Rapidement, un tour de table. Est-ce que pour vous, c'est le jeu vidéo le bon support pour aborder de tels sujets
les sujets qu'on peut aborder en société qui sont très impactants, très forts. Golran, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est le bon support selon toi? Je sais pas si c'est le bon support et après tout dépend quel sujet on va aborder. Je pense que les sujets, sociétaux qui peuvent être très graves ou très globaux, je pense pas que ce soit forcément le meilleur support. Par contre, quand on parle de sujets sociétaux et qu'on redescend un peu plus, aux sujets sociétaux quotidiens, je pense que là ça peut être un très, très bon support. Heu, voilà. Ok, donc toi, pour toi, ça dépend du type de sujet. Intéressant. Et pour toi, Sébastien? Disons que ça, c'est une question qui a un peu traversé mes recherches. Moi, bon, j'ai fait pas mal de recherches aussi sur l'histoire des jeux vidéo, donc on pourra y revenir. Mais en fait, si on veut, dans l'histoire des jeux vidéo, globalement, on se rend compte que cette industrie a produit des types de contenus qui sont assez peu liés en fait à des questions liées au réel, à des questions sensibles du réel. Voilà, par rapport aux autres médias, par exemple les thématiques liées à l'heroic fantasy, à la science-fiction, à la guerre, mais voilà, c'est des sujets qui ont été très fréquemment abordés. En revanche, des sujets qui portent plus, par exemple, sur les difficultés sociales, la misère sociale, l'isolement, ou des sujets très sensibles, euh, c'est quand même très sous-représenté. Et bon, il y a plein d'explications à ça, mais une des questions aussi, c'est que dans nos sociétés, généralement, la question du jeu est encore très fréquemment assimilée à la question du divertissement. Mhm. Ce qui fait que par exemple, quand je vais voir un film, je sais pas, moi je vais voir la liste de Schindler, je vais voir enfin, des films qui parlent de sujets très, très sensibles, je me dis pas, ah bah tiens, qu'est-ce que je vais avoir comme fun, ça va m'amuser, etc. Alors que le jeu vidéo, c'est encore un média, notamment du fait des grandes tendances de l'industrie, hein, qui est très orienté vers une perception de la construction du fun. Et moi, justement, dans mes pratiques de recherche, mais aussi de game designer, je me suis demandé comment on peut faire pour développer des jeux qui vont à la fois développer des émotions qui sont sous-représentées dans les jeux vidéo, comme l'empathie, la tristesse, mais qui aussi vont parler de sujets individuels, personnels. Bon, bah voilà, on va peut-être y revenir, mais mon dernier jeu, par exemple, parle de la thématique du deuil, de la perte d'un proche, du rapport de l'enfance au décès, de la bipolarité, bon, voilà, du suicide. C'est des sujets qui sont très peu abordés dans le jeu, et même quand j'ai fait ce jeu-là, il y en a certains qui m'ont dit ah ouais, mais pour moi ça c'est pas un jeu. Et pourtant, ça pose la question, mais qu'est-ce que le jeu nous apporte en plus par rapport à d'autres médias en tant que support? Quel est l'intérêt d'aborder ces sujets-là par le jeu? Comment on le fait? Est-ce que c'est possible? Là, par exemple, il y a Arte qui a produit récemment un jeu qui s'appelle Wednesday, qui est aussi autobiographique. Je dis aussi parce que mon jeu aussi a été autobiographique et qui aborde, ben, par exemple, le rapport de la question de l'inceste. Euh, Donc, Quand on pour aborde moi, c'est des le... questions intéressantes pour se dire comment on ouvre le média à d'autres sujets, comment on peut le faire, quel est l'intérêt de le faire, et comment on peut aussi changer les points de vue, les perspectives ou les représentations qu'on se fait de ce qu'est un jeu, quoi. Voilà. Alors, c'est un bon point parce que, et ça relie, quand tu dis qu'est-ce qu'un jeu, ça relie ce que dit Justy, en parlant aussi de génération. Le jeu vidéo, ça a évolué entre les premiers jeux vidéo et les jeux vidéo qu'on a maintenant, qui sont quand même très diversifiés. On a vraiment tout type de jeux vidéo, dont des jeux vidéo qui sont assez immersifs et qui se développent de plus en plus. Ce côté immersif, justement, du jeu vidéo peut amener à se dire qu'on est dans quelque chose qui va impacter l'utilisateur, qui va impacter le joueur et lui faire avoir une certaine prise de conscience. Ce côté-là du jeu vidéo pourrait l'amener à mieux comprendre les sujets à travers le jeu, à être amené à, par exemple, prendre des décisions, à avoir un choix multiple. Est-ce que on parlait de tout ce qui est suicide, etc. Est-ce que je le fais? Est-ce que je le fais pas? Enfin voilà, il y a tous ces choix aussi qui sont offerts. On est dans une évolution du jeu vidéo qui va permettre, je pense, de mieux impacter l'utilisateur que ce qu'il était avant. Oui, parce que en plus, moi, je trouve qu'il y a eu un changement de consommation du jeu vidéo, comme vous l'avez dit, qui est assez drastique, qui est lié surtout à l'arrivée d'internet, tout simplement. Et
et on avait cette image, qu'on a encore un peu pour les anciennes générations, mais de l'enfermement, que le jeu vidéo, c'était quelque chose qui isolait et qui enfermait. Et je pense que c'est cet élément qui faisait que c'était difficile de transmettre, des sujets ou des choses comme ça, si, il n'y a pas d'ouverture, avec le jeu vidéo. Et à la suite de ça, en fait, à la suite de l'arrivée d'internet, d'arrivée des notamment des jeux compétitifs, mais pas que, juste des jeux en ligne tout court, en fait, on s'est retrouvé avec beaucoup de communautés qui sont construites et des échanges, liés aux jeux vidéo. Et je pense que c'est l'immersion des jeux vidéo avec la qualité d'exécution et de production qu'on peut avoir sur ces nouveaux jeux-là, plus, le fait que internet soit développé et que même si le jeu est solo, bah, la communauté, qui est autour de ce jeu-là va se regrouper autour de d'autres réseaux. Bah, en fait, ça permet aussi, de pouvoir parler de sujets, qui sont sociétals, heu, grâce à internet, au global. Voilà. Oui, c'est vrai que ça amène quand même à avoir plus d'impact. Enfin, maintenant, Internet a quand même changé beaucoup de choses. Ça fait des années qu'on est là. Et toi, Sébastien, du coup, qui a vraiment poussé cette réflexion plus loin, quand tu as mis, par exemple, en place ton jeu, ce côté immersif, est-ce que c'est quelque chose que tu as voulu, que tu as recherché pour avoir cette prise de conscience auprès de l'utilisateur? Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, effectivement, je pense qu'on peut distinguer à la fois les contenus et les pratiques. C'est-à-dire, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des formes de sociabilité qui sont extrêmement diversifiées autour des jeux vidéo et les publics ont changé. Donc, ça explique aussi c'est aussi une des raisons, hein, pour lesquelles les contenus ont évolué. C'est vrai qu'historiquement, par exemple, le marché privilégié, le type d'audience privilégiée de l'industrie du jeu vidéo, à partir des années 80 et encore en grande partie jusqu'à aujourd'hui, c'était les adolescents masculins. Néanmoins, l'industrie s'est diversifiée parce que les publics se sont diversifiés. Aujourd'hui, par exemple, moi, parmi mes étudiants, mes étudiantes, il y en a plus une seule ou un seul qui me dit n'avoir jamais joué à un jeu vidéo. Quand il y a 20 ans, je commençais à enseigner. Je pouvais demander dans un amphi qui n'avait jamais joué aux jeux vidéo et j'avais des gens qui levaient la main. Rien que ça change le rapport du public et aux formes de sociabilité par rapport à l'objet. Après, ce qu'il faut voir, c'est qu'effectivement, on a une scène de production qui est beaucoup plus prolifique parce que ça devient plus facile aussi de concevoir du jeu vidéo. On peut concevoir du jeu vidéo en étant un très petit groupe de personnes ou voire tout seul. Après, la vraie problématique, c'est comment on le distribue et comment on touche une audience. Et par rapport à ça, il y a aussi des grandes différences entre ce qui se pratique de façon très majoritaire et très générale et des jeux qui sont des jeux de niche très marginaux et qui vont peut-être aborder des contenus différents de ceux de la scène un peu triple R, les gros blockbusters, etc. Mais c'est plus difficile. Après, la question de l'immersion, personnellement, enfin, il faut faire attention avec l'impact des médias. Enfin, un livre, ça peut être très impactant aussi. Voilà. Un film tout autant, mais justement la question c'est de se dire mais qu'est-ce qui fait que le jeu vidéo a quelque chose en plus ou il n'est pas forcément plus impactant, ça va dépendre, mais disons qu'en tout cas, moi ce qui m'intéressait dans le jeu vidéo c'est qu'on peut faire des choix et mettre la personne permettre à la personne de réfléchir aux conséquences de ses actes et la mettre en face de dilemmes moraux ou éthiques. Ce qu'on ne peut pas forcément faire dans les autres médias. Et ça, je trouve par exemple la jouabilité, réfléchir à comment on transmet un message par les règles, une représentation du monde, voire une idéologie. Hein. Toute forme de création transmet une idéologie. Encore faut-il l'analyser et l'identifier. Justement, comment les jeux vidéo procèdent, comment ils nous racontent des histoires de façon spécifique ou en faisant des liens avec d'autres domaines. Et voilà, moi mon jeu c'est un visual novel, donc j'avais par exemple choisi spécifiquement le visual novel en me disant que c'était accessible, c'était pas compliqué à prendre en main, parce que je voulais essayer de l'ouvrir à un large public. Voilà, parce que le jeu vidéo aussi c'est un objet technique et rien que ça coupe l'objet d'énormément de public. Voilà, des personnes de 70 ans, 80 ans, qui n'ont pas de motricité fine ou qui sont complètement exclus du numérique, vont avoir du mal à jouer à un jeu vidéo, par exemple. Donc c'est assez complexe, disons. Il faut faire la distinction entre les pratiques qu'il y a, les types de contenus. L'industrie du jeu vidéo, c'est une industrie qui est très conservatrice
dans les contenus qui sont utilisés majoritairement. Il y a des marges, mais c'est pas nécessairement les jeux qui sont le plus joués ou qui sont le plus diffusés, quoi. Et encore une fois, toute la question, c'est comment on touche un public et comment on distribue, alors que par exemple sur Steam, tous les ans, aujourd'hui, il y a 15 000 jeux qui sont produits, alors qu'il y en a 10 qui sont mis en avant par mois. Enfin voilà, c'est une vraie problématique de l'industrie, quoi. Alors, c'est une problématique qu'on pourra aborder parce que c'est vrai que généralement ces jeux très, euh, on va dire, les jeux avec un message assez profond qui ont cette destinée de venir marquer l'utilisateur, euh, aborder un sujet de société, ce sont pas généralement les plus gros producteurs de jeux vidéo qui les publient. Tu en parlais, Mathieu, on a ce côté Internet qui a fait aussi évoluer l'industrie du jeu vidéo. On a aussi ce développement en parallèle du développement d'Internet qui maintenant commence à dater. Mais tu le mentionnais aussi, Sébastien, cette industrie du jeu vidéo qui ne cesse de grandir, qui est devenue énorme. Aujourd'hui, on est à plus de 3 milliards de joueurs dans le monde. On est une industrie qui dépasse tout ce qui est cinéma, musique, etc. Enfin, ça touche, tu l'as dit, tout le monde, le jeu vidéo. Euh, Est-ce que ce développement-là, selon vous, ça amène à plus facilement aborder ces sujets de société à travers le jeu vidéo? Est-ce que ça peut attirer justement les créateurs de jeux ou même des personnes qui aimeraient aborder ces sujets à se tourner vers ce type de plateforme plutôt qu'une autre? On a parlé du cinéma, Alors, on a vu les films, voilà, les films qui parlent par exemple de la guerre, etc., des films très forts. Est-ce qu'aujourd'hui, plutôt qu'un film, on va se tourner vers un jeu vidéo? alors, je pense que les. Alors déjà, je voulais rebondir sur ce qu'avait dit Sébastien, parce que c'est super intéressant. Et il me semble qu'il y a une stat qui est sortie, je crois, il y a en 2015 ou 2020. Enfin, en tout cas, peu importe la date, puisque la stat est posée et elle est assez impressionnante, c'est que 100% des Français de moins de 40 ans à l'époque euh, ont déjà joué à un jeu vidéo. C'était une stat qui était sortie que j'avais vue avec Francis Park. Donc ça rejoint complètement ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec ce que tu as dit ensuite, le jeu vidéo, c'est le levier culturel numéro un dans le monde, de très loin. Il a dépassé l'industrie du cinéma, il a dépassé toutes ces industries-là. Donc forcément, il va falloir qu'on arrive à compiler avec. Après, est-ce que des industriels ou des concepteurs de jeux vidéo vont se tourner vers le jeu vidéo euh, pour, euh, voilà, pour traiter certains sujets sociétaux? Je ne sais pas si on est encore prêt à faire ça. Euh, j'ai une vision, alors c'est assez étonnant, mais j'ai une vision assez pessimiste de l'industrie du jeu vidéo global. Ok. C'est-à-dire que aujourd'hui, le discours que je défends dans ma section quand je parle aux parents des élèves, notamment, qui ne sont pas de la même génération que les élèves, ils voient leur enfant de 15-16 ans jouer aux jeux vidéo à fond et ils se disent, OK, il y a une opportunité qui puisse allier sa passion et l'école. Donc c'est attractif. Mais on a toujours cette question de, oui, mais le jeu vidéo, est-ce que c'est bien ou pas? Et souvent, on s'attend à ce fameux discours qu'on a encore eu récemment avec Monsieur Macron, qui un coup dit oui, un coup dit non, ou alors une autre députée qui ne veut pas, Madame Elisabeth Borne, qui ne veut pas du tout entendre parler du jeu vidéo. Pour eux, ce sont des addictions mauvaises, c'est addictif, ça rend violent. On a tout ce discours-là, je pense que tout le monde a reçu ou a échangé. Dès qu'on commence un peu à jouer aux jeux vidéo, on est confronté à ce genre de discours. Euh, Petite anecdote, hein, mais aujourd'hui, j'ai posté un message par rapport à ma section dans la salle des professeurs et on nous a répondu, regardez les tueurs. On a écrit ça sur le tableau de la salle des profs. Ah oui, quand Regardez même. eux, les tueurs. Parce qu'on joue à un jeu de guerre pour eux, où on tire sur des gens. Donc on est violent. En plus, Valo, ça va. C'est même un non-débat violent. Ouais. Le seul moyen de résoudre ce débat-là, c'est malheureusement, hein, c'est que les anciennes générations, que les générations bougent et les états d'esprit bougeront. Et on sait aujourd'hui que le jeu vidéo ne rend pas violent directement. Euh, Par contre, ce qu'on sait, c'est que le jeu vidéo est addictif. Pourquoi? Parce que les industriels, ceux qui ont ces jeux vidéo, les éditeurs de jeux, etc., quand ils créent un jeu, ils veulent faire de l'argent. Et pour faire de l'argent, il faut que leurs consommateurs restent dessus. Et du coup, il y a plein d'outils addictifs qui sont dans les jeux vidéo qui font que oui, le jeu vidéo est addictif.
Du coup, quand on parle d'avoir une industrie qui arrive, en utiliser le jeu vidéo pour faire évoluer des sujets sociétaux, et aider dans ce sens-là, je suis pas sûr que ce soit, que ça va se faire à grande échelle, comme le cinéma a pu le faire avec la liste de Schindler ou ce genre de choses, pour reprendre le même exemple. Je sais pas si on est encore prêt à faire ça parce que la priorité pour l'instant des éditeurs de jeux vidéo, c'est de faire de l'argent et de rendre, leurs consommateurs assez addicts pour qu'ils restent, Bah, malheureusement. tu abordes un point qui est hyper important. Tu dis, le but, bah, c'est d'avoir les consommateurs, de les faire rester sur un jeu, hein. On prend des jeux comme Valo, comme CS, tout ce qui est les FPS de genre. Les gens, ils jouent depuis des années. Et le but, bah, c'est qu'ils restent pour continuer à consommer dans le jeu, etc., à faire vivre le jeu. C'est vrai que, comme l'a dit Usti, tous les jeux qu'on voit avec, qui vont parler, par exemple, de l'esclavage, qui vont parler de l'isolement, etc. Tous ces sujets importants qui sont abordés, c'est souvent des jeux indés, des petits jeux. Et c'est vrai que c'est pour la plupart des jeux, quand je regardais, auxquels tu joues assez facilement et qui se terminent assez rapidement, contrairement à d'autres jeux qui sont un peu indéfinis. Est-ce que le fait de ne pas aller dans ce jeu-là, c'est de peut-être avoir un jeu qui, bah, comme tu le dis, ne va pas assez rapporter, mais aussi peut-être parce qu'on n'a pas trouvé le type de jeu qui va garder les utilisateurs. Toi, par exemple, Sébastien, ton jeu, bah, il a un début, une fin. Et finalement, quelle était la stratégie? Est-ce que c'était juste de passer un message et puis peu importe si au final le nombre d'utilisateurs n'est pas si important? Est-ce qu'il y avait une stratégie derrière pour retenir les utilisateurs et les faire continuer à jouer? Disons, je pense que, alors effectivement, il y a plein de questions qui sont super riches et super intéressantes par rapport à ça. Je pense que là, on est en fait face à deux types de logiques qui sont pas complètement différentes, mais tout de même qui ont leur distinction. Dire de plus en plus, l'industrie du jeu vidéo passe d'une industrie de produits à une industrie de services. Et ça change tout. C'est-à-dire, pourquoi il faut retenir les utilisateurs sur un jeu, parce qu'en fait, vous achetez pas un jeu, vous adhérez à un service. Et quand on vous fait adhérer à un service, on cherche à vous fidéliser, à vous y retenir. Un des exemples, par exemple, actuellement, c'est Roblox qui est complètement emblématique de cette logique-là, Mm. hein, avec du jeu service. euh, et qui est différent d'un jeu où je vais acheter un produit fini, où je sais que je vais avoir un temps de début, un temps de fin. Les deux logiques sont pas tout à fait pareilles. Moi, par exemple, je voulais faire un jeu court. Je voulais faire un jeu court parce que je me suis dit, ben, j'ai envie de faire vivre une expérience, de, je vais pas dire de transmettre un message, parce que moi, ma démarche derrière mon jeu n'était pas tout à fait de me dire, bon, ben, je vais convaincre autrui de tel message, etc. Moi, mon but, c'était d'essayer de faire, j'aime pas trop employer ce terme-là, mais c'est un peu l'idée qu'il y avait derrière ce que j'ai fait, c'était de faire une expérience artistique. C'est-à-dire, pour moi, l'art, c'est une façon de nous faire réfléchir à nous-mêmes, à autrui, au monde, tout en nous touchant et en nous faisant vivre des émotions. Bon, et je me suis dit, ben, je veux que la personne comprenne un peu ce que j'ai voulu faire en un temps assez rapide. Donc le jeu dure 1 heure et demie, 2 heures à terminer. Euh, mais après tout, on peut avoir des grandes œuvres, même voir des blockbusters, qui vont parfois aborder des sujets un peu sensibles. Moi, par exemple, j'étais un grand fan de Mass Effect, la trilogie de Mass Effect. Il y a un moment dans les Mass Effect, on a des choix mais cornéliens à faire, et justement, on parlait de sujets sensibles, etc. Il y a un moment où on a le choix ou pas d'aller vers, de provoquer un génocide, en gros, hein, de mettre fin à une espèce en tuant la dernière reine vivante de l'espèce, ça. Donc, c'est quand même pas des. Et c'est un jeu qui était très fort émotionnellement. Donc, ça veut pas dire que dans les gros jeux, forcément, on peut pas aborder des sujets sensibles, mais ça veut dire qu'effectivement, pour aborder en fait, ce qu'il faut voir, c'est que par rapport à toutes les autres industries culturelles, le jeu vidéo, c'est une industrie qui est fondamentalement globalisée depuis sa naissance. Et ça change tout. Vous pouvez avoir du cinéma local, vous pouvez avoir du cinéma français, cinéma algérien, du cinéma congolais, de la bande dessinée locale qui se vend à une échelle régionale, etc. Le jeu vidéo, c'est un médium qui se pense par la globalisation. Même si vous êtes indépendant, même si vous faites votre jeu dans votre coin, quand vous vous mettez sur Steam, vous avez une plateforme internationale. Et ça change tout. Pourquoi ça change tout? Parce qu'en fait, comment vous parlez de problématiques locales, culturellement ancrées, dès lors que vous avez une audience qui est internationale, et comment vous l'intéressez? Moi, je faisais par exemple une conférence à Salvador de Bahia, qui est une ville au Brésil,
où ils ont des croyances hyper complexes, hein, du fait de leur histoire, l'esclavage, la colonisation, l'histoire amérindienne, enfin voilà. Ça a donné toute une culture très riche à Salvador de Bahia. Et j'avais des développeurs indés qui me demandaient justement, bah voilà, nous on aimerait faire un jeu qui parle de notre imaginaire local, mais comment on pourrait faire pour que ça parle aussi à des Européens, pour les engager là-dedans, etc. Et je leur ai dit, ben, bon courage. C'est très très compliqué. Parce qu'en fait, l'industrie du jeu vidéo, pour faire sens au niveau global, pour impliquer autant des Américains que des Chinois que des Européens, ben, elle doit reposer sur des imaginaires qui sont transnationaux, qui circulent déjà à l'échelle internationale. Donc par exemple, en reposant sur des franchises fortes, qui sont toujours les mêmes, des Star Wars, des Indiana Jones, des voilà, ou bien alors des univers qui sont faciles d'accès parce qu'ils parlent déjà. Mais quand vous allez parler, par exemple, moi j'ai fait une recherche sur l'histoire du jeu vidéo en France. Dans les années 80, on pouvait encore faire des jeux, par exemple en France, où on parlait, où on crée des jeux faits par des Français pour un territoire local francophone, on va dire. Et dans ces jeux-là, on se rend compte, par exemple, que ben, tout d'un coup, on va parler, on incarnait un étudiant au chômage qui devait pointer à la NPE avec des caricatures de Jacques Chirac à l'époque. Bon, ben voilà. Ça, c'est le genre de truc qui parle à un public local et ils pouvaient le faire parce qu'ils avaient un seuil de rentabilité à 500 exemplaires et que ça marchait très bien comme ça. Et ils pouvaient continuer à faire des jeux ancrés dans le local. Aujourd'hui, c'est pas possible, c'est hyper compliqué. Alors moi, c'était au cœur aussi de ma réflexion dans mon jeu, de me dire, mais comment je vais faire un jeu qui se déroule, bah, il se déroule dans mon village, il se déroule en Moselle, etc. Mais comment je vais parler et avec quel mécanisme je vais réussir à faire qu'un joueur chinois, américain réussisse quand même à s'y retrouver. Et ça, c'est une vraie réflexion qui doit être derrière. Mais cette réflexion-là, elle demande du temps, elle demande de prendre des risques. Moi, j'ai pu faire mon jeu parce que ma vie en dépendait pas, hein. Je suis professeur aux universités, j'ai fait ça dans le cadre de mes recherches, mais si le jeu marchait pas, bah, ça impactait pas mon niveau de revenu. Mais quand vous faites un jeu, même pour une petite équipe indépendante, et que bah, votre survie dépend de ça, vous pouvez peut-être pas prendre ces risques d'aller complètement vers l'inconnu ou vers des logiques qui rompent de trop. Mais Juste un chiffre, puis j'arrêterai ouais, là, mais un Goncourt, un prix Goncourt, donc le prix le plus prestigieux en France du livre, quand vous remportez un prix Goncourt, c'est 250 000 exemplaires vendus, à peu près mhm. 300 000. Quand vous faites un jeu indé dans votre coin et que vous voulez avoir un seuil de rentabilité minimum, disons vous faites votre jeu pendant 1 an et demi, 2 ans, etc., bah, le seuil de rentabilité, il va tout de suite être autour de 50 000, 100 000 exemplaires, voire plus. Euh, Ce qui fait que vendre un jeu, c'est quasiment vendre la moitié d'un prix concours, même si vous avez une petite équipe. Voilà. Ça change tout. Alors, Voilà. Et vous devez vous développer à l'international. Donc pour là, aborder des problématiques locales, c'est très compliqué. il y a quand même pas mal de problématiques qui finalement sont aussi internationales. On parlait du deuil tout à l'heure en parlant de ton jeu. Ça reste une problématique qu'on peut retrouver partout. Alors, bien sûr que, on parlait même le chômage hein, que tu mentionnais. Euh, alors, c'est pas à la même échelle forcément dans chaque pays, mais ça reste des sujets qu'on peut aborder à l'international. Si on met pas des photos de Chirac forcément derrière, et qu'on parle pas de la Non, NPE, c'est mais vrai. voilà. Et après, c'est ça la question, c'est comment je me fonde aussi sur une part de local et une part d'universel pour toucher un public plus large. Et je dis pas que c'est impossible de ne pas le faire. Je dis juste que ça demande de la réflexion et de la recherche justement dans ce qui est un de mes domaines de spécialité, le game design par exemple. Mais quand on est par exemple un gros éditeur, je sais pas, un Ubisoft, un Square Enix, voilà, alors on peut aller et on se rend compte effectivement qu'avec l'évolution des publics, avec certaines prises de risques, parfois on a des ouvertures, mais les thématiques des jeux en tant que telles, elles sont encore assez peu ancrées localement. Ou voilà. Après, c'est vrai que la question du deuil, enfin voilà, un des jeux les plus émouvants, généralement quand on parle quel est le jeu qui t'a ému, etc. Très souvent, il y a des jeux qui parlent du deuil qui reviennent, comme Final Fantasy VII, des choses comme ça. Je dis pas que c'est impossible, je dis juste que euh, les types de narration et de thématiques qu'on peut aborder se retrouvent très souvent dans des cadres qui sont assez similaires. Après, même la question des émotions, si on prend par exemple des gens qui ne sont pas du tout des joueurs ou assez peu ou très occasionnels parce qu'il y a des types de pratiques très différentes, si vous leur demandez mais est-ce que vous avez déjà pleuré dans un jeu vidéo, la plupart, si vous leur demandez est-ce que vous avez déjà pleuré au cinéma, si vous prenez un amphi de 100 personnes, moi je fais souvent le test, hein, la plupart lèvent la main.
si vous demandez qui a déjà pleuré dans un jeu vidéo et que c'est des gens qui jouent comme ça, un peu de façon lambda et tout ça, vous avez un tiers qui lève la main, et encore. Et ça, encore, ça a changé. Je posais la question là il y a 10-15 ans. J'avais des rires dans la salle en me disant mais non mais tu crois qu'on va pleurer devant un jeu vidéo. Voilà, donc Bah, la question que il y a encore de la matière à travailler, quoi. la question que je me pose, du coup, c'est, enfin, est-ce que ces jeux-là, aujourd'hui, ne sont pas publiés par les plus grosses marques parce que enfin, est-ce qu'on ne les voit pas, tout simplement, ces jeux, ou est-ce que les gens n'ont pas envie d'aborder ces sujets qui sont souvent un peu graves, qui sont pas fun. Golran le disait tout à l'heure, quand on joue aux jeux vidéo, c'est d'abord pour s'amuser. Enfin, dans beaucoup de cas, c'est un divertissement. Est-ce que les gens ont envie d'aborder ces sujets-là via le jeu vidéo, ou est-ce qu'ils ont davantage envie de se divertir? Alors, en fait, moi, je pense que le 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 jeu vidéo, il y a 2 façons de voir les choses par rapport à ce sujet-là. C'est est-ce qu'on s'en sert comme une vitrine? C'est-à-dire comme le cinéma peut l'être, c'est-à-dire qu'on va exposer un fait sociétal au cinéma, on va vous le mettre devant l'écran et vous dire, bah, je vais vulgariser, hein, mais voilà ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, pour reprendre la liste de Schindler, par exemple, et on montre et on procure de l'émotion en montrant ce qui s'est passé, tout en scénarisant, peut-être en le romançant un petit peu pour que ça reste, voilà, pour faire de l'art autour de ça. Ou est-ce qu'on s'en sert comme outil? Et j'ai l'impression que le jeu vidéo prend plus une direction où on va moins s'en servir comme vitrine, on va plus s'en servir comme outil. Je prends l'exemple sans tenir compte, de gros éditeurs ou de petits éditeurs. Je sais qu'il y a un jeu qui a fait un peu le tour du web récemment, qui est peut-être local, je crois qu'il est français ou en tout cas il est à petite échelle et indépendant. C'était un jeu qui aidait de façon ludique, les personnes qui sont dyslexiques, Mhm. qui ont un 10. Et du coup, grâce à ces jeux, heu, pour, l'enfance, pour, l'adolescence, en fait, on les entraîne, en fait, après je m'y connais pas en dyslexie, mais en tout cas à appréhender, leurs difficultés et à, pourquoi pas, la réduire, voire même, la faire disparaître. Et en fait, on se sert de ce jeu vidéo-là comme outil directement pour pratiquer et évoluer, heu, sur son 10. Heu, je sais qu'il y a pas mal de choses, qui se sont faites comme ça, pour les personnes âgées aussi notamment. Heu, on a toujours prouvé que le ludique, était très éducatif. Hem, apprendre par le ludique est quelque chose qui fonctionne très bien en général. Et du coup, le jeu vidéo prend tout de suite cette casquette-là et peut, grâce à certains outils, réussir à, voilà, à améliorer beaucoup de choses dans l'effet sociétal. Je reviens aussi sur, mon cas où moi je m'en sers totalement comme un outil, par exemple. Ok. Le jeu vidéo en soi, donc c'est Valorant, n'a aucune, valeur en termes de vitrine. C'est-à-dire que si, allez, il y a beaucoup de jeux vidéo aujourd'hui pour l'aspect vitrine. On peut dans les jeux compétitifs, on peut parler d'Apex Legends, on peut parler de Valorant qui le font aussi. Ce sont des jeux qui sont très inclusifs. Donc on va avoir du lore autour des personnages et il va y avoir des personnages qui vont être gays, C'est par vrai. exemple, et ça va être dit, des personnages qui sont non binaires ou qui sont trans. Donc il y a quand même une certaine inclusivité, il y a un côté vitrine où, voilà, en fait, si tu es addict à ce jeu-là, bah, tu vas être confronté à des personnes qui sont gays, qui sont trans et du coup, enfin des personnages du moins, et du coup, bah, ça va rentrer dans l'inconscient et peut-être que ça va améliorer les choses et améliorer l'acceptation de ces tranches de population. Ça, c'est l'aspect vitrine, mais c'est à peine ça, on va dire. C'est déjà pas mal, mais il y a que ça, pour moi dans ces jeux-là. Le reste, ça va être l'outil qu'on en fait. Aujourd'hui, par exemple, moi dans ma section, j'ai des jeunes qui, étaient déscolarisés depuis 2 ans et n'étaient plus en capacité de se rescolariser à la base. Et en fait, cette section-là était une porte de sortie et quand ces jeunes-là sont arrivés au lycée, ont repris les cours, et se sont entraînés avec nous, bah, il s'est avéré qu'ils avaient un très bon niveau et qu'ils avaient 14-15 de moyenne, à l'école. Par contre, ce qui manquait et ce que nous on leur apportait, c'était, surtout du développement social. Être capable de se réacclimater avec, le monde, d'être capable d'échanger correctement, d'avoir l'esprit d'équipe. Tout ce genre de choses, bah, c'est des choses que nous on se sert de Valorant comme outil pour pouvoir, leur implémenter ces valeurs-là, qui sont, à mon sens, indispensables si on veut devenir, ne serait-ce qu'un adulte, en fait. Être capable de vivre en société, c'est la base de l'être humain. Et le jeu vidéo a cette fonction un peu biaisée de
d'isoler quand il n'est pas encadré et mal géré, parce que c'est une addiction, parce que c'est un refuge pour beaucoup d'adolescents aujourd'hui encore, faut le dire. Mais bien encadré et si on s'en sert comme un outil, en fait, il peut faire totalement l'inverse et on peut s'en servir pour réintégrer des personnes. Donc Là, le petite Victoire, on a quand même un de nos élèves, qui avait fait, une tentative de suicide. Aujourd'hui, cet élève-là va avoir son bac. Bon, ah, c'est bien. bah, ça, c'est quelque chose qui c'est une des plus grandes victoires. Moi, qu'il y ait des joueurs pro ou pas, je m'en fiche dans ma section. Par contre, ça, c'est une vraie victoire. Donc au final, ce que tu dis, c'est que c'est pas tant le contenu du jeu en lui-même qui pourra avoir un impact, c'est parfois le fait d'être dans cet univers du jeu vidéo. C'est d'utiliser le jeu vidéo et pas tant l'histoire du jeu vidéo. C'est d'être au contact du jeu vidéo. Voilà, c'est son utilisation plus que son contenu. Je trouve. Par rapport à ça, je pense qu'effectivement, il y a, enfin, comme Mathieu l'a très bien dit, c'est assez intéressant parce qu'on retrouve aussi dans la recherche actuellement cet aspect-là par rapport au jeu, c'est-à-dire on peut soit utiliser le jeu comme forme de persuasion, ce qu'on appelle des jeux persuasifs, ou encore ce qu'on appelle la gamification, qui est le fait d'utiliser des mécaniques de jeu dans différentes situations qui ne le sont pas à différentes fins. Ben voilà, je vais t'apprendre à mieux compter, je vais t'apprendre par des mécaniques de jeu à surmonter ta dyslexie, je vais t'apprendre ci, je vais t'apprendre ça. Et en fait, le jeu est un peu utilisé, on pourrait dire, comme ruse. Mhm. C'est-à-dire, il y a un vernis ludique, mais le but étant dehors de la sphère ludique, pour acquérir un message préétabli, pour transmettre une compétence, etc. Et il y a l'autre façon de le voir, qui est plus, on va dire, le jeu comme expérience esthétique. C'est-à-dire, bah, je vis des émotions, ça ne m'empêche pas de penser à des choses qui sont liées à moi-même, au monde, ou tout simplement de m'emporter et puis de me faire évoluer parce que tout d'un coup, bah, ça m'a ouvert le yeux, ou même pas, ou parce que juste j'ai passé un bon moment. Et ça, effectivement, c'est ce que Mathieu appelait plus le jeu vitrine, mais c'est aussi l'idée de se dire que ben, on fait un jeu pour l'expérience que le jeu va nous apporter. Et après, on n'essaye pas nécessairement de convaincre ou de mettre en application à travers cette expérience-là. Moi, par exemple, la façon dont j'ai fait mon jeu, c'était justement, je l'ai appelé ça un jeu expressif, parce que l'objectif, c'était de me détacher de ces jeux persuasifs. Moi, j'ai fait un jeu voilà, qui porte sur le deuil, sur la bipolarité, sur ces questions-là, mais je n'avais pas de message préétabli à transmettre. En fait, mon objectif, c'était de me dire, bah, je vais vous présenter une situation qui m'est arrivée, et le joueur ou la joueuse va pouvoir être confronté aux dilemmes qui ont été les miens, et apporter ses propres réponses aux problèmes qui sont présentés. Bon, dans la limite des choix qui sont disponibles, parce qu'on ne peut pas laisser toutes les réponses possibles et imaginables. Mais en tout cas, c'était l'idée de créer quelque part un partage d'émotions, d'expériences, de réflexions communes, mais sans nécessairement essayer de dire, ben voilà, dans tel cas, il faut faire ça, ou il faut dire telle chose à l'enfant, ou etc. C'était plutôt dans un dialogue, une sorte de conversation et de vécu d'émotions. Après, quand on a ça, parfois, ça peut servir de tremplin pour que les personnes réfléchissent à des sujets, ou même, comme tu disais, est-ce que le jeu doit nécessairement aborder ces sujets-là? Est-ce qu'on ne cherche pas avant tout du fun ou du divertissement qu'on joue? Pour 90% des joueurs, même peut-être plus 98%, oui, parce que le jeu vidéo dans nos sociétés modernes, le jeu même dans nos sociétés modernes, est connoté comme étant du divertissement. Ça n'a pas toujours été le cas. Dans d'autres sociétés, par exemple dans la Grèce antique, et ça c'est une conception du jeu qu'on a complètement oubliée, mais le jeu était une émotion. Voilà. Par exemple, on pouvait porter des bijoux en disant bah, ce bijou-là, ça va te faire ressentir le jouet. D'accord. C'est une Ouais, conception c'est qu'on a intéressant, complètement ouais. oubliée dans nos sociétés contemporaines. Par exemple, si on demande de lister la liste des émotions, hein, en sciences cognitives, on a la liste des émotions, par exemple, que ressent un individu, on ne va pas trouver le jeu. Donc c'est pour dire, le jeu en fait c'est aussi une idée qui évolue. C'est des connotations qui évoluent. On n'a pas la même idée du jeu selon les sociétés, les peuples, les époques, les sociétés, enfin les cultures. Et aujourd'hui, dans notre culture contemporaine, voilà, de capitalisme avancé, etc., le jeu s'est perçu comme un divertissement, comme du fun, avec toutes les connotations qu'on peut avoir derrière. Mais ça n'empêche pas parfois de proposer des choses qui sont à la marge. Mais même alors, avec ce fun-là, ben, je vais donner à nouveau sur mon jeu. Moi, j'étais très touché. Il y a une personne sur Steam qui a laissé un commentaire et qui a dit merci pour ce jeu parce que après avoir joué à ça, je suis moi-même bipolaire et je vais reconsidérer la façon dont je me soigne actuellement. Et
moi, ça m'a énormément touché parce que je me suis dit, ben mince, ça a touché au point où ben, quelqu'un peut-être va changer. Mais c'était pas mon but. Mhm. Enfin, c'était pas ça que je cherchais. Ou bien, par Tu exemple, le côté recherchais un partage d'expérience finalement. voilà, je recherchais un partage d'expérience. Mais ça n'empêche, et c'est ça aussi qui est beau finalement dans l'art aussi, hein, c'est que ça nous apporte des émotions, mais ça nous fait aussi évoluer, ça nous transforme, ça nous fait devenir autres, hein. Et moi, quand j'ai fait jouer mon jeu à des personnes, alors on fait des séances de tests dans le cadre d'expérimentation pour mes recherches scientifiques, j'ai fait jouer le jeu et après je demandais aux gens, bah voilà, est-ce que tu t'y es reconnu? Et alors, par exemple, sur 10 personnes à qui j'ai fait essayer le jeu, les 10 m'ont dit oui. Je m'y suis reconnu. Et on leur disait après, mais si tu veux, tu peux expliquer pourquoi. Et la plupart des gens expliquaient pourquoi et disaient même, et parlaient assez facilement, et c'est là où je me suis rendu compte que c'était un vrai problème de société même, ben, qu'ils avaient connu des personnes qui avaient attenté à leur vie, qui avaient réussi, ou que c'était même parmi les 10 personnes des personnes qui pensaient à ça, et c'était beaucoup plus répandu, ou qui avaient été confrontés à la bipolarité que ce que je pensais. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, mon jeu pouvait servir en fait de support de ce qu'on appelle la verbalisation post-traumatique. C'est-à-dire ça facilite d'avoir vécu ça. Et si j'avais été voir des gens comme ça dans la rue en leur demandant de me parler de ces sujets-là, ils ne seraient pas ouverts à moi. Mais l'expérience du jeu leur a facilité la prise de parole. Et c'est pour ça qu'après, moi actuellement, là, je suis sur un gros projet de recherche avec des collègues qui dure 5 ans, où on va explorer justement l'aspect plus utilitaire du jeu pour des questions de santé. C'est-à-dire comment on peut utiliser le jeu pour accompagner des questions de santé mentale, de sensibilisation. Là, on a récemment fait avec mes étudiants des jeux pour des personnes non-voyantes, des patients d'un hôpital à Paris en service d'ergothérapie, parce que les personnes qui ne voient pas ont beaucoup de mal à jouer. Pas parce que bah déjà il y a très peu d'accessibilité qui est Ouais. prévue pour ce genre de personnes. Et en plus, elles sont coupées socialement, comme le disait très bien Mathieu. Le jeu, c'est aussi une expérience sociale. Et quand vous ne pouvez pas jouer à la plupart des jeux de société, là j'en ai plein derrière, si vous êtes non-voyant, vous ne pouvez pas jouer à quasiment tous les jeux que j'ai derrière. Là. Donc nous, notre projet, ça a été de se dire bah, comment on peut faire un jeu, qui est un vrai jeu pour ces personnes-là, qu'elles vont pouvoir partager avec leurs proches pour vivre un moment ludique. Et voilà, c'est le genre de choses sur lesquelles on travaille, par exemple. Ouais, et c'est vrai que... Vas-y, je t'en prie, Golran. Oui, ouais, je voulais rebondir, sur ce que tu as dit vers la fin, parce que c'est super intéressant, c'est qu'on revoit encore cet aspect, social du jeu vidéo. Il y a, on en avait parlé tout à l'heure, qui a pris énormément d'essor quand à l'arrivée d'internet, parce que les gens pouvaient sociabiliser et on n'était plus dans l'isolement. Et là, en fait, on retrouve aussi cette problématique-là, que le jeu vidéo peut être un isolement, mais c'est souvent lié à des caractéristiques sociales qui ne sont pas respectées. Et du coup, il faut réussir à trouver avec, les jeux que tu crées notamment, j'ai l'impression que c'est ça ton but dans la création des jeux, de pouvoir, voilà, lier socialement des personnes qui n'ont pas les mêmes caractéristiques que nous. Donc des non-voyantes avec des voyants et cetera et cetera. Et c'est vrai que on peut pas nier aujourd'hui que le social est au cœur du débat du jeu vidéo dans tous les cas. Parce qu'un jeu vidéo qui n'est pas socialement, heu, Adapté? prêt ou adapté, est un jeu qui ne va pas performer même au niveau ultra-capitaliste et éditeur, et cetera, même les blockbusters. C'est pour ça qu'on va dans l'inclusivité, c'est pour ça qu'il y a, dans les règlements dans les réglages, bien, il y a un jeu qui c'est Resident Evil, par exemple, où il y a beaucoup d'araignées, qui sont des Oui, c'est vrai. screamers. Et il y a la possibilité de les enlever ces araignées pour les arachnophobes. Il y a, j'ai perdu le nom, le daltonisme, c'est ça? Mhm. Avec, les différents types de daltonisme qui sont répertoriés, où on peut changer la colorimétrie du jeu pour, voilà, on cherche l'inclusivité et de pouvoir, atteindre le plus de personnes possible. Et ça, c'est indéniable que c'est parce que le jeu vidéo est un point, social, contrairement à ce qu'on pensait il y a 20 ans, où pour nous, l'image des gens il y a 20 ans du jeu vidéo, c'était des gens qui étaient à la marge de la société, qui ne voulaient pas s'intégrer, qui du coup restaient dans leur coin et dans leur monde virtuel. Souvent, on a l'image, l'image du gars de South Park, lunettes, gros, queue de cheval, chauve, avec, qui est pas propre. Cette image-là qui était, délétère et qui était vraiment l'image du gamer, il y a, je dis 20 ans, mais maintenant c'est plus 30 ans, d'il y a 20, 30 ans, et qu'on avait aujourd'hui, c'est plus le cas. Et même en dehors d'Internet, enfin, le jeu en soi, c'est une expérience sociale, tout type de jeu. Et par exemple, même dans les années 80, voilà, un jeu, ça faisait aussi événement dans la cour d'école, par exemple. Mhm. Il n'y avait pas de sociabilité directe, mais il y a des sociabilités indirectes autour du jeu. Et très important de les respecter, mais en même temps, ça pose plein de questions. Et c'est pour ça que
Il faut aussi une éducation au jeu, une formation au jeu. Enfin, moi là, je prêche un peu pour mon école, mais autant on étudie des textes littéraires, on apprend comment un texte fait sens, voilà, mais comment un jeu crée du sens au niveau social, est-ce qu'il est adapté ou pas, ça pose des tas de questions. Par exemple, vous avez un enfant, est-ce que vous le mettez sur Roblox ou pas, alors même que, bon, alors Roblox c'est très très compliqué comme plateforme, et justement en termes d'engagement, d'addiction, de rétention pour passer à la caisse des enfants, voire de travail illégal d'enfants. Enfin, j'aurais plein de trucs à dire sur Roblox. Euh, mais disons que en même temps, si vous interdisez à votre enfant d'aller sur Roblox, vous le coupez de tout un lien de sociabilité avec ses amis qui risque de le rendre marginalisé. Donc la question, elle n'est pas facile, mais en même temps, il faut déjà reconnaître cet aspect social du jeu et aussi avoir une réflexion sur comment on adapte les jeux en fonction des sociabilités qu'ils créent et comment on trouve les bons jeux selon les sociabilités. Alors j'aime pas dire les bons jeux parce que c'est déjà un jugement de valeur, mais disons les jeux adaptés. Voilà, parce qu'il peut y avoir des jeux qui sont non adaptés pour certains publics et qui vont l'être pour d'autres, etc. Mais ça nécessite de mener toute une réflexion, et notamment par rapport au dernier type de pratique, effectivement, qui a d'incitation à l'achat perpétuel sur les jeux-services. Les dark patterns, etc., qui jouent vraiment là, pour le coup, sur des mécanismes d'addiction, de dépendance ou de déception, qui peuvent créer des douleurs ou des frictions entre les joueuses et les joueurs, bon, pour des fins de commercialisation. Donc c'est la question, mais c'est vrai que le jeu, c'est un phénomène social, et ça l'a toujours été. Et ce qui est intéressant, c'est d'analyser quelles sont les logiques sociales aujourd'hui des jeux contemporains. Et c'est vrai que là-dessus, par exemple, l'e-sport a énormément évolué. On en parlait un peu avant l'émission avec Mathieu. C'est assez intéressant. Moi, j'avais participé un peu et aussi voilà, vu l'émergence de la scène e-sport en France au début des années 2000. Euh, et alors, j'ai analysé en même temps l'émergence de la scène e-sport en Corée du Sud, qui était complètement différente parce qu'elle était très très en avance là-dessus, avec des chaînes qui retransmettaient déjà les matchs et tout ça. Aujourd'hui, ça arrivait un peu partout en Occident. Alors même qu'à l'époque, ça nous semblait complètement dingue qu'un match de StarCraft soit retransmis en direct sur des chaînes de télé, etc. Euh, mais la scène aussi s'est transformée. Il y a d'autres acteurs aujourd'hui, d'autres logiques industrielles, d'autres logiques institutionnelles. Donc voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est aussi de faire à la fois l'histoire du médium et voir où on en est aujourd'hui et quels sont les enjeux contemporains du jeu vidéo, quoi. Et de sa diversité, parce que du coup, c'est quand même un domaine avec des très grandes diversités de pratiques selon les âges, selon les milieux sociaux. Voilà. D'ailleurs, c'est rigolo parce que là, tu pointes du doigt un exemple, qui montre qu'un blockbuster, slash énorme jeu vidéo a réussi, par une de ses mises à jour, à complètement changer, l'univers social autour de l'univers du jeu vidéo en général. Et en fait, si à l'époque, en Corée du Sud, on pouvait, regarder des matchs pro, les commenter, avoir des salles avec, des spectateurs et cetera, en fait, c'est parce qu'avant StarCraft 2, il n'existait pas sur les jeux de mode replay et on ne pouvait pas enregistrer ses parties. Et StarCraft 2 sont les premiers à les avoir mis en place de manière compétitive. Et du coup, ça a permis à des casteurs, des commentateurs de se dire: «Mais attendez, on peut enregistrer les parties des meilleurs joueurs de la planète, les récupérer chez nous et les commenter». Donc ça, c'est pour Confétude en France. Mais en Corée, ils avaient déjà compris et ils se sont dit: «Mais attendez, mais avec ça, on peut même les afficher sur un grand écran, faire venir des gens dans une salle et commenter le match». Et en fait, ce virage-là qu'a pris, StarCraft 2, donc Blizzard, l'éditeur, a complètement changé la face sociale du jeu vidéo et a directement impacté l'explosion de l'e-sport sur la scène du jeu vidéo. Ouais, exactement. De toute façon, on est sur un univers qui ne cesse d'évoluer, sur un jeu vidéo qui prend de plus en plus de place dans la société et qui se retrouve même, vous l'avez mentionné, dans l'éducation. Et donc avec des générations qui sont vraiment ancrées dans cette nouvelle technologie, qui utilisent les jeux vidéo au quotidien et qui l'utilisent même à l'école. On voit un changement au niveau technologique. Il y a des écoles, j'ai mes neveux et nièces qui ont des tablettes.
C'est-à-dire aujourd'hui, leurs devoirs, ils les font sur tablette. Alors nous, moi j'ai 33, j'aurai 33 ans cette année. Euh, les tablettes, il n'y en avait pas du tout. Quand on a commencé à parler des tablettes à l'école, c'était oh là là, mais attention, les écrans pour les enfants, etc. Et maintenant, moi j'ai ma nièce qui est arrivée, ah, faut que je fasse mes devoirs. Hop, elle sort sa tablette, elle fait ses exercices. C'est assez ludique en plus la manière dont c'est fait. Les exercices, c'est plus les 5 pages de devoirs maison qu'on pouvait avoir. Et, euh, et ça paraît tout à fait normal. Donc je ne serais pas étonnée que dans un futur assez proche, parce que ça se développe quand même assez rapidement, on puisse aborder via des exercices en classe, via cette technologie du jeu vidéo, des sujets, alors peut-être pas certains qui sont un peu forts, ce qu'on a pu voir par exemple la bipolarité, tout ce qui est maladie, etc., mais d'aborder des sujets, notamment l'isolement dont on a beaucoup parlé, que ce soit l'inclusion, que ce soit le racisme, etc., au sein d'écoles et de manière ludique pour les enfants. Ce qui Alors, permettrait d'aborder les sujets très tôt. ça, je sais pas si on va y arriver ou pas. En tout cas, il va falloir faire plusieurs choses pour moi. Premièrement, je reviens sur ce que j'avais dit tout à l'heure par rapport et tu l'as mentionné aussi, l'écart générationnel. C'est-à-dire que moi, j'ai le même âge que toi, du coup. Euh, quand je suis arrivé dans cette école-là et qu'on m'a parlé de Pronote, par exemple, j'ai fait les gros yeux, je ne savais pas ce que c'était. Pronote, tous les ados ou même les adultes de moins de 25 ans savent ce que c'est. C'est vrai. C'est le logiciel interne à l'école ou au lycée, etc., où ils vont pouvoir échanger avec les parents, avec les Les profs parents pour avoir. d'enfants aussi savent ce que c'est. Oui, c'est Oui, ça. c'est vrai que les parents d'enfants aussi savent ce que c'est. Du coup, moi qui suis ni père ni jeune, bah, je ne savais pas du tout ce que c'était. Donc il y a quand même un changement technologique, mais pour moi, je suis un peu pessimiste là-dessus. Pour moi, le monde a trop changé vis-à-vis du jeu vidéo et on a eu trop de mauvais exemples liés aux jeux vidéo qui font que on ne pourra pas changer la génération qui actuellement a entre 45 et non, peut-être pas. Maintenant, plus entre 50 et 80 ans. Peut-être 50 encore, 60 et 80 ans, on va dire. Parce que en fait, le monde dans lequel ils ont grandi est complètement différent. Nous, on a la chance d'être la génération passerelle, où on a vécu un peu et on a connu un peu les deux. Mais je dis ça parce que il commence à y avoir un peu une marche arrière vis-à-vis des technologies et des écrans. Là, on commence à se rendre compte que les écrans, c'est pas si bénéfique que ça, et c'est une réalité. Tu disais, par exemple, d'utiliser les tablettes, etc., pour les jeunes enfants. En fait, il y a des études. J'ai plus le nom des études, je suis désolé, mais des psychologues qui ont fait des études, et en fait, en moyenne, un enfant en dessous de 8 ans, il devrait pas avoir d'écran du tout. Il y a quand même une limite à respecter pour le bien-être de l'enfant et du jeune adolescent. On arrive à une consommation pleine de l'écran théorique qui devrait être aux alentours de 14-15 ans. Ok. Avant, Ouais. plus de 2 heures d'écran par jour, c'est pas, j'ai plus les chiffres exacts. Donc là, je Mhm. vais vraiment dire des chiffres globaux, mais c'est pour vous ayez l'idée. Il y a déjà des restrictions qui sont plus que conseillées. Et avant 8 ans, ouais, c'est presque nul normalement sur le papier. Et on le voit d'ailleurs, petite parenthèse, mais le GAFAM, hein, tous leurs enfants, donc le GAFAM, c'est Google, Facebook, etc. Tous les chefs d'entreprise, leurs enfants, ils ont pas d'écran et ils sont dans des écoles privées au grand air. Ils leur donnent pas d'école, ils savent très bien ce que ça engendre, une consommation excessive de l'écran. Et en parallèle, dans leur entreprise, ils font tout pour le rendre addict, surtout pour les enfants, ce qui est très problématique. Il y a eu deux, trois procès suite à ça. Donc, en fait, on est ciselé entre la mentalité qui est à côté de la plaque, des personnes qui sont plus âgées et du coup qui ont des postes à responsabilité, ce qui est la suite logique dans une vie, voilà, plus quand on est, enfin, suite logique pas forcément, mais en tout cas, il y a les personnes qui sont au ministère, qui sont à l'éducation nationale, etc., qui sont au poste, sont en général plus âgées, parce qu'il faut de l'expérience pour ce genre de métier. Bah, ils sont très souvent contre et ils ont toujours cette image de bah, jeu vidéo rend violent et les écrans rendent addict. Et en fait, ils n'ont pas spécialement tort, mais en même temps, il faut changer il faut changer un peu les points de vue. Moi, ce que j'aime beaucoup dire par rapport à ma section, parce que je pense que vous l'avez entendu tout à l'heure, j'ai eu des attaques un peu, oui, c'est une section de tueurs, ils vont devenir violents, enfin des gens complètement à côté de la plaque. Euh, En fait, moi, ce que j'aime dire à ces gens-là, c'est que le jeu vidéo, c'est une addiction, c'est un fait, mais au même titre que le sport. Et le sport, on a tendance à l'oublier, mais le sport est une addiction.
Et en fait, le sport, qu'est-ce qu'on a fait pour gérer cette addiction-là? Bah, en fait, on l'a rendu positive au niveau de la société et on l'a encadré. C'est-à-dire que si ton enfant, à 7-8 ans, il est très bouge-bouge et on a envie de le mettre au sport pour qu'il se dépense, bah, on va dans un club, il y a un entraîneur, il y a des leçons, il est avec d'autres élèves, il apprend à grandir et à évoluer sociétalement aussi avec et il a des limites d'entraînement. Quelqu'un qui n'est pas encadré dans le sport et qui se la donne à 100 à 12-13 ans, qui fait de la muscu, qui se donne à 100 pour son sport sans être encadré, bah, à 20 ans, il a un corps complètement fracassé et il y a des conséquences physiques qui sont directes. Donc on l'a Alors, encadré. tu vois, sur le côté de l'addiction, je rajouterais quand même une nuance. C'est un sujet qu'on a abordé déjà en stream sur ce OK. côté où on a parlé de l'addiction parce on a parlé de euh, certaines images un peu négatives qu'on peut avoir du jeu vidéo. Euh, je pense que c'est comme la violence, le côté addictif du jeu vidéo s'applique principalement à des personnes qui sont prédisposées à développer des addictions. Le jeu vidéo, pour moi, ne rend pas forcément addict automatiquement, mais vient appuyer sur un foyer qui est déjà addictif. La personne a déjà tendance à avoir des addictions et ça va développer les addictions. C'est comme la violence. Le jeu vidéo, on a des joueurs, toi qui connais bien CS, qui est sur la scène Valo, des gens qui passent 8 heures par jour, si ce n'est plus, 8 à 10 heures par jour, à tirer, à jouer à un jeu de guerre, et qui pour autant vont jamais être violents dans la vie de tous les jours. Non, mais ils sont Voilà. addicts, Bah du coup. non, addict, pour l'addiction, On faut n'a faire peut-être pas la même attention. définition. Parce que OK, peut-être que l'addiction, j'ai une mauvaise voilà, définition. l'addiction, c'est pas le fait de vouloir jouer tout le temps. Et ça, faut vraiment nuancer là-dessus. L'addiction s'applique à partir du moment où tu as cette dépendance que tu ne contrôles plus. Et c'est là qu'on a une addiction. D'accord. Quelqu'un qui est addict à la cigarette, par exemple, ne va plus contrôler ce besoin de cigarette. À partir du moment où tu peux dire, bon, bah allez, ce week-end, je dois couper, et bah, je peux ne pas jouer aux jeux vidéo. Aujourd'hui, je devais jouer, je joue pas, et ça va pas me mettre dans un mauvais état, je vais pas être malade, je vais pas me sentir mal. Là, il n'y a pas d'addiction. Donc, effectivement, les gens sont, euh, on va dire, passionnés et ils aiment jouer aux jeux vidéo. Par contre, l'addiction ne vient pas automatiquement avec le jeu vidéo. Ouais, ce qu'il faut voir aussi, c'est le sens que la pratique donne, que l'individu donne à sa pratique. Et l'effet, en fait, l'addiction se pense aussi, et c'est un peu ce que tu dis, mais par rapport aux effets. euh, Moi, je pense quand même que les jeux vidéo, il y a beaucoup de jeux services qui entraînent ces mécaniques, qui visent à avoir un engagement fort, qui peuvent très bien développer sur une addiction, dans le sens où l'enfant, quand tu lui dis d'arrêter de jouer, mais qu'il est en pleine game, parce qu'il doit atteindre cet objectif pour décrocher tel truc, etc., et que si tu lui éteins l'ordinateur à ce moment-là, il fait une crise, c'est déjà un début. Mais les jeux ont des mécaniques qui tendent vers ça. Donc je dirais que ce qui est important, c'est de reconnaître effectivement il y a des visées d'engagement très forts qui peuvent mener à une addiction dans beaucoup de jeux, beaucoup de jeux, et surtout des jeux pour enfants. Et c'est ça qui est compliqué, c'est que les enfants ont un terrain qui est très favorable Oui, à des conduites qui peuvent développer addictives. Et c'est pour ça que Roblox, par exemple, parce que je reviens là-dessus, mais en fait, on vient de publier, mais je ferai passer l'info sur les réseaux, sur LinkedIn. On a eu un séminaire justement qui portait sur les liens entre jeu et santé. Et j'ai une collègue qui est une spécialiste de cette question-là au Canada, qui s'appelle Maud Bonenfant, qui est en train de faire une recherche justement sur les mécaniques addictives des jeux services comme Roblox auprès des enfants. Et c'est dramatique. C'est dramatique. Là, je rejoins un peu Mathieu en disant confronter un enfant 8 heures par jour sur un écran. Alors après, c'est pas l'écran lui-même, c'est le sens qu'on met derrière et le dispositif qui entoure. Si par exemple, effectivement, la personne va être accompagnée, c'est un cadre structuré, etc. L'exemple que je prends très souvent, et ça rejoint la question du sport, hein, vous êtes sportif de haut niveau, vous vous entraînez parce que bientôt vous avez un championnat hyper important qui va arriver dans un mois, vous faites un nombre d'heures incalculable par semaine, et puis tout d'un coup le championnat est passé, vous redescendez, on ne peut pas dire que vous étiez addict avant, parce que là, il y avait un sens particulier à votre pratique qui tendait vers un accomplissement, etc. etc. En revanche, si la pratique intensive devient néfaste à votre quotidien, et par exemple l'addiction elle peut être sans substance, et c'est différent des addictions à mhm. substance, hein.
là par rapport aux jeux, comme les jeux de casino, hein. Par exemple, moi j'étais expert pour l'Agence nationale de santé justement sur des projets de recherche menés par des médecins sur ces questions-là. Les addictions aux jeux de casino, etc., c'est reconnu, ça doit être encadré, etc. Et dans des jeux comme Roblox, on retrouve des mécaniques qui sont très très similaires et auxquelles on confronte des enfants dès le plus jeune âge. Et là, ça pose une vraie question. C'est comment on pense, comment on encadre et comment on met justement, bah, l'exemple que donnait Mathieu, hein, des cadres qui permettent de réguler la pratique et qui permettent de la penser. Et ça, bah, ça nécessite de la réflexion, ça nécessite de la prise de recul, ça nécessite d'éviter de faire des déclarations du jour au lendemain qui sont complètement l'inverse le surlendemain. Enfin, voilà, je vais viser personne, mais ça ne marche pas du tout de fonctionner de cette façon-là dans l'urgence absolue en demandant à la communauté scientifique de pondre en 2 mois un rapport sur l'effet des médias. Ça n'a juste pas de sens. La communauté scientifique, ça fait des années qu'elle travaille sur ces questions-là. On a des points de vue très nuancés sur ces questions. Il ne faut pas ignorer le problème. Donc effectivement, moi, je pense fondamentalement que le jeu, c'est un moteur de formation culturelle, de formation individuelle. C'est démontré sur le plan pédopsychiatrique, par exemple, dans l'enfance, le jeu est essentiel pour la formation de l'individu, pour sa sociabilité, pour la création de sa personnalité, etc. Donc le jeu est essentiel là-dessus. Mais en même temps, on ne peut pas dire bah, je prends les bons côtés et j'ignore les mauvais. C'est-à-dire si le jeu est essentiel pour la formation culturelle et la formation de l'individu, il faut aussi reconnaître qu'il peut avoir des effets dans certains cadres et par rapport à certains contextes qui peuvent être préjudiciables pour l'individu parce que oui, le jeu, ça peut avoir un impact. Alors, Et c'est pour ça qu'on l'aime d'ailleurs. C'est parce que quand je joue à Resident Evil, le dernier, ben, j'ai vraiment peur. Je oui, fais oui. pas semblant d'avoir peur. Mais il y a un C'est point, une émotion que je ressens. il y a un point important qu'avait mentionné Mathieu, c'était adapter. C'est l'adaptation au public. Et on parle de Roblox. Par exemple, j'ai une amie, son fils joue à Roblox, il a 9 ans. Elle l'encadre. Donc, elle est très familière avec l'univers du jeu vidéo. Elle y travaille depuis des années, notamment dans la communication. Donc, elle sait très bien quels sont les mécanismes mis en place pour attirer notamment les plus jeunes. Et donc, elle l'encadre. Mais je pense que justement, c'est une question d'encadrement, hein. Et c'est aussi ce que dit Yuma dans le chat, c'est qu'il faut modérer et il faut encadrer. On parle beaucoup des enfants là quand on parle de l'addiction, parce que effectivement, un enfant, il faut lui apprendre cet effet de frustration. On voit beaucoup quand on met des enfants devant un jeu vidéo de bon bah ça suffit, t'as assez joué. Et là, c'est la colère, et là, ce sont les cris, les larmes, parce qu'on veut continuer à jouer, parce qu'on est dans le divertissement. Les enfants, c'est un peu comme toutes les plateformes, hein, TikTok, les shorts, YouTube, les enfants, on leur donne du divertissement encore, et on les divertit de manière hyper rapide. Donc, ils ont envie de continuer. Maintenant, ils savent très bien comment les rendre, avoir ce côté un peu addict. Dans le jeu vidéo, donc c'est pareil, il faut leur apprendre à non, tu vois, 1 heure, bah, il va avoir de la frustration au départ. Oui, mais c'est ça la question, tu vois. C'est Comment? par exemple quand là, on revient un peu à des approches sociologiques, bourdeusiennes, etc. Mais ça dépend aussi du capital culturel. Tu le dis très bien, ton amie est dans le domaine de la communication, donc elle sait, elle a des notions sur encadrer, elle sait même ce que c'est Roblox. Il y a des parents, ils ont déjà du mal à utiliser le numérique, ils sont à des milliards d'années de même savoir ce que c'est que Roblox. Et donc, comment demander à ces parents-là, je ne sais pas, une mère célibataire, on parle de points très Mhm. concrets, hein, une mère au foyer qui est seule avec ses gosses, qui doit faire 40 heures semaine, voire 50 heures semaine, qui en plus doit s'occuper des enfants, etc. Et qui, bah voilà, pour pouvoir s'en sortir, met ses enfants sur les écrans parce qu'elle ne peut pas faire autrement pour réussir à tenir un peu, faire les devoirs de l'un, faire le devoir de l'autre, etc. Et qui n'a pas forcément été confronté dans son histoire de vie aux jeux vidéo, au numérique, qui est complètement largué là-dessus, elle n'arrivera pas à les encadrer. Là où je veux en venir, c'est quelles sont aussi les réponses institutionnelles, et on ne peut pas tout faire porter sur l'individu, parce que ça, c'est le petit, hop, la petite carte Uno du politique de dire ah ouais, mais c'est les familles, et puis voilà, comme ça, je me dédouane de tout, au revoir. Non, on vit en société, donc il y a aussi des cadres à apporter qui sont des cadres de société et ne pas uniquement tout faire reposer sur l'épaule des familles qui sont complètement aussi largués la plupart du temps, et c'est normal, hein, comme disait Mathieu, il y a des gens, voilà, même Valorant, ils ne sauront pas ce que c'est Mhm, c'est sûr. dans certaines
génération. Bon, bah, c'est comme ça, et c'est ça qui fait toute la complexité de la question, et qui nécessite aussi de mettre des moyens pour encadrer, pour développer l'accompagnement, pour l'éducation. Bah, à nouveau, je plaide pour ma chapelle, mais vous ne mettez pas de moyens en éducation, jamais vous aurez des personnes qui sauront comment réagir face aux usages du numérique, et qui seront des consommateurs dociles, mais qui en même temps vont se bouffer la santé parce que ils vont jouer le jeu des industriels. Voilà. Et je Mathieu, vais même tu aller voulais plus intervenir? loin, ouais, par rapport à l'image très précise de cette ménagère qui n'en a jamais entendu parler des jeux. En fait, si elle n'a jamais entendu parler des jeux, il y a que 2 solutions. C'est soit elle va en entendre parler à la télé et on va dire que les jeux rendent violents et qu'on joue avec des singes et des bananes et on joue au voleur. Soit elle va entendre quelqu'un dans son entourage qui adore World of Warcraft et qui va dire: «Mais c'est trop bien, ils disent n'importe quoi» et il va dire tout l'opposé. C'est les discours que j'entends, la plupart du temps. Et alors qu'en fait, la réalité, elle se situe à mi-chemin. Et cette connaissance-là que les gens et les scientifiques commencent à avoir petit à petit, déjà elle n'est pas complète, mais il faut continuer à travailler sur le sujet, mais il faut être accompagné par, les dirigeants et par les politiques. Et aujourd'hui, le pays en termes, alors je vais surtout m'orienter niveau e-sport parce que Mmh. c'est là où je m'y connais le mieux, mais il faut savoir que la France est bon dernière en Europe au niveau de l'e-sport et du développement e-sportif en général. Aujourd'hui, l'Allemagne, elle a un ministère de l'e-sport. Quand on va en Allemagne, dans chaque grande ville, il y a une arena, un centre de jeu où on peut y aller comme un cybercafé, mais sur 150 carrés, avec une arène dedans. Si on va dans les pays du Nord, c'est encore autre chose. Ouais, Les c'est pays du Nord, Suède, Norvège, et cetera. Moi, j'ai coaché des joueuses qui venaient de Suède et de Norvège, qui étaient de nationalité suédoise et norvégienne et danoise. Là-bas, elles ont carrément à la fac, elles ont carrément des horaires aménagés où tous les après-midi, elles ont un préparateur physique, un préparateur mental et elles sont dans la capacité de jouer en semi-pro. Et ils ont ces deux coachs-là les accompagnent en plus de moi qui suis coach. ouais, quand En même. France, on n'a rien du tout, rien. Et aujourd'hui, on se bat pour, je crois que c'est en un claquement de doigts, Macron, il s'est dit d'un coup: «Ouh là là, mais on est bon dernier en numérique et ben, je vais lancer la chasse au numérique. On veut être les pionniers du numérique», il avait dit. Bah, il a dit ça avec 15 ans de retard, en fait. Et et on a Elisabeth Borne qui veut toujours pas en entendre parler. Donc heu, donc on a cette, En France, on a loupé un coche aussi dans les années oui, 70-80. On était très très en avance hein, sur le développement de ce qu'on a appelé à l'époque la télématique, les télécommunications, etc. Mais on a été un pays qui était vraiment très pionnier, y compris dans le développement des jeux vidéo hein, dans les années 80. Bah, c'est pas pour rien qu'aujourd'hui il y a encore Ubisoft, voilà, Ubisoft qui a réussi à négocier le tournant des années 2000 où il y a eu un gros crash et la plupart des studios de petite taille ont fermé. Mais c'est vrai que, enfin, je lisais là, sur les questions qu'il y a dans le chat, quelle est la différence entre la passion et l'addiction? Je crois que la différence aussi, c'est que la passion, elle vous amène à développer tout un tas de pratiques qui sont périphériques à l'objet de votre passion, et que l'objet de votre passion va vous élever en vous permettant d'augmenter ce qu'on pourrait appeler une capacité de puissance, c'est-à-dire vous allez de plus en plus pouvoir vous faire des amis par rapport à cette passion, créer du lien, devenir expert de votre domaine, etc. Là où quand vous allez tomber dans une addiction, bah, vous allez avoir des effets que vous allez pouvoir ressentir comme étant négatifs. Vous allez vous couper de vos proches, vous allez ressentir des affections négatives, des choses comme ça. Et c'est vrai que, enfin là je rejoins ce que Mathieu disait, c'est que le cadre d'accompagnement du numérique, justement, c'est ce qui permet aussi de raisonner sa pratique et de la penser comme une passion plus que comme, on va dire, un échappatoire ou voilà, et on a tous, moi je joue depuis que j'ai 6 ans, hein, voilà, donc je me considérais aussi comme passionné, et j'ai peut-être aussi réussi à rentrer dans le cursus que j'ai accompli dans ma carrière, parce qu'à la base, j'étais un passionné qui a développé des savoirs à une époque où, bah voilà, le game design, moi, quand j'ai commencé à travailler dessus, il n'y en a pas beaucoup qui savaient le définir, quoi. Donc, mais c'était parce que j'étais passionné aussi que j'ai pu développer ces connaissances, ces savoirs-là. Donc la passion, c'est quelque chose qui peut être très stimulant et épanouissant et développer aussi des savoirs et des compétences. On devient un expert culturel en étant passionné. En revanche, c'est vrai que l'addiction, c'est là où vous allez basculer dans les moments où vous allez ressentir ça comme pouvant être néfaste et pas forcément même vous en rendre compte tout de suite. Et c'est là où il faut être vigilant ou avoir un cadre qui permet d'accompagner ces pratiques et de leur donner du sens. Pour après dans la recentrer un petit peu. compétition, c'est oui, pardon, pardon. Non, 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 vas-y, termine. Je fais une petite phrase, assez courte.
C'est pour ça que dans la compétition, c'est, problématique, il faut encore plus d'encadrement parce que la compétition engendre des frustrations négatives, dans l'univers du jeu vidéo. Parce que ça engendre des sentiments négatifs dans tout ce qui est lié à la compétition en général. La frustration de ne pas réussir, de l'échec, de se sentir, j'ai les mots en anglais qui me viennent, de se sentir un peu, Tu peux les dire. étouffé par, cette compétition parce qu'ils vont trop en faire et cetera. Et en fait, du coup, ça engendre des sentiments négatifs, alors que c'est pas forcément négatif non plus. Et là, va falloir réussir à faire la différence. Et du coup, c'est encore plus primordial pour les gens qui veulent se lancer dans l'e-sport d'être encadrés. Voilà. Totalement. Pour recentrer un peu sur le débat, vous avez pointé du doigt un sujet intéressant qui est le rôle de l'État. Finalement, on parle des sujets de société, donc forcément l'État a un rôle à jouer là-dessus. Est-ce que l'État pourrait justement utiliser le jeu vidéo comme un moyen d'échanger de manière plus simple, plus fluide et plus facilement avec la communauté, en Alors, prenant ce en qui est compte sûr, qu'il peut c'est avoir un rôle, un côté négatif à ça. Ou attention à tout ce qui est bah, les propagande, États, etc. les États notamment, effectivement, bah, tu viens de le dire, ont déjà très bien compris que le jeu vidéo pouvait être un vecteur de propagande très fort, hein. En premier lieu, les États-Unis. Au début des années 2000, il y a le département de la défense aux États-Unis qui a créé un jeu qui s'appelle America's Army, qui était un jeu d'ailleurs qui était coproduit par Ubisoft, hein, et qui était un jeu où les meilleurs joueurs pouvaient recevoir un mail les incitant à penser à s'enrôler dans l'armée, hein. C'était un jeu à la Counter-Strike, hein, etc. Et donc là, très clairement, et bien sûr, les missions qui étaient représentées dans America's Army, c'était pas que des missions purement désintéressées et humanitaires, Oui. voilà, et qui donnaient aussi le bon rôle aux États-Unis. Et ça, il va de soi que les gouvernements le savent, la Corée du Sud aussi, hein, le ministre coréen de Corée du Sud au début des années 2000 l'a dit très clairement, il voulait faire de la Corée du Sud la première cybernation au monde. C'était prévu. D'ailleurs, la Corée a très bien pensé ça parce que si aujourd'hui il y a tant de succès des industries culturelles coréennes, c'est parce que c'est un très fort entremêlement entre des politiques publiques qui soutiennent des acteurs de l'industrie, de l'audiovisuel, du cinéma, de la musique, du jeu vidéo, etc. Et c'est une planification qui s'est fait petit à petit, mais c'était aussi une visée politique très forte et qui était affirmée. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, alors en France par exemple, il y a eu des reconnaissances, hein, assez tôt du jeu vidéo comme objet culturel. Dès les années 2000 par exemple, il y a trois concepteurs qui sont fait remettre les insignes de chevalier dans l'ordre des arts et lettres. C'était Michel Ancel, Frédéric Reynal et Shigeru Miyamoto. Donc Michel Ancel qui est un des papas de Rayman, Frédéric Reynal d'un jeu qui s'appelle Alone in the Dark, sans lequel il n'y aurait pas de, de survival horror aujourd'hui. Et Shigeru Miyamoto, le papa de Zelda et Mario. Et donc ces reconnaissances culturelles-là ont permis aussi, ça venait de logique de lobbying en même temps, faut pas être... voilà, faut dire les choses, qui ont permis aussi de débloquer des fonds d'aide au financement en France pour les industriels du jeu vidéo. Donc voilà, il y a une forme de reconnaissance et c'est pour ça qu'il y a souvent des doubles discours. C'est-à-dire, effectivement, en France, il y a des mécanismes d'aide à la création qui dépendent du Centre national de la cinématographie pour l'industrie du jeu vidéo. Et en même temps, c'est vrai que c'est un média qui est un des premiers sur lesquels, parce que c'est un effet de manche facile, de taper sur les jeux vidéo pour excuser des absences de politique publique dans d'autres domaines, quoi. Et du coup, bah, de mon côté, c'est rigolo parce que c'est la question, m'impacte directement dans ce que je fais puisque je travaille dans un lycée public. Hem Et en fait, ils ont trouvé une solution pareil. On a toujours cette ambivalence entre promouvoir le jeu vidéo, mais taper dessus dès que ça va pas. Et Oui. en fait, nous, il y a une logique, qui est assez rigolote de notre côté, c'est qu'en fait, ils nous ont autorisés à le faire, mais ils vont attendre que ça marche concrètement. C'est-à-dire que là, ils nous autorisent à le faire et on se débrouille jusqu'à ce qu'on ait des preuves que ça fonctionne. Et là, peut-être que plus on va avancer, plus l'État va mettre son nez dans ce qu'on est en train de faire. Mais C'est un vous peu le avez message qu'on peut donner. comment ça se passe pour qu'on comprenne bien, pour que le chat puisse bien comprendre? Est-ce que là, c'est donc un lycée public? Les Totalement. horaires sont aménagés donc comme pour les sportifs, hein, Oui. bonjour Troy.
J'ai fait sport-études, donc ouais, je connais un peu le système. Euh, Est-ce que la section appartient au lycée? Est-ce que c'est un club indépendant? Comment ça se passe? Alors, c'est là toute la problématique auquel on fait face, et c'est là où c'est pour ça que ça a mis du temps à venir aussi. C'est pas que parce qu'il y a des vieilles personnes médisantes à la tête de l'État, mais c'est que en fait, pourquoi le sport-études, c'est assez facile à faire. C'est parce qu'il suffit d'avoir un gros club. Alors, je vais un peu simplifier, hein, mais il suffit qu'il y ait un gros club dans la région qui demande au lycée et qui fasse un partenariat avec un lycée en disant écoutez, nous, on va avoir beaucoup de jeunes dans notre club parce qu'on est le plus gros club de foot ou de rugby de la région. Et du coup, bah, on a beaucoup de jeunes qui vont venir et parce que ils ont un bon niveau. Le problème, c'est qu'ils ont un bon niveau au sport, mais pas scolaire. Enfin, s'ils viennent chez nous, ils n'auront pas d'encadrement scolaire. Donc là, la fédération plus le club, donc les fonds de l'État à travers la fédération et le club, mettent en place avec le lycée des sections où on va pouvoir scolariser les jeunes. Concrètement, c'est ça le fonctionnement basique des sportifs de haut niveau Ok. et du SHN. Avec le jeu vidéo, le problème, c'est que le jeu vidéo, il n'y a pas de fédération. Et on peut dire ce qu'on veut, et on peut même dire qu'il y a une fédération française de l'e-sport, elle n'en a que le nom. Mm. Pourquoi? Pas parce qu'ils font bien ou mal leur travail, c'est pas du tout lié à ça. C'est lié au fait que le foot est une propriété commune, par exemple, ou le rugby. C'est-à-dire que moi, demain, je vais dehors avec un ballon de foot, je peux jouer dans la rue avec mes collègues. Personne ne va m'embêter. Par contre, demain, je développe un Valorant-like et je décide de jouer à ce jeu avec mes collègues, bah, j'ai un éditeur qui me Ouais. tombe dessus et qui me dit: on va te mettre en procès». Du coup, le jeu, il n'est pas public, il est privé, il appartient aux éditeurs. Et les éditeurs ne veulent pas de fédération. Ils veulent garder le contrôle sur leur Mhm. jeu, ce qui est aussi un Oui. peu logique. Du coup, on se retrouve dans une triangulaire entre l'État, nous et l'éditeur du jeu. Euh, et du coup, bah, comment on finance tout ça? Bah, là, c'est un méli-mélo et c'est très très compliqué. Euh, Concrètement, on a des organisations privées qui viennent en tant que laboratoire pour nous financer. Ou alors, c'est du D'accord. sponsoring. Parce que le lycée ne peut pas prendre en charge la section, puisque l'État, pour l'instant, c'est je regarde et je vois, je serrerai la main et je serai sur la photo si ça marche, sinon, Évidemment. débrouillez-vous, mais en tout cas, on vous dit d'accord. Concrètement, c'est ça. Donc l'État, on oublie. Riot s'en fiche éperdument de la formation de Oui. leurs jeunes ou quoi que ce soit. Riot, ce qu'ils veulent, c'est faire de l'argent. Euh, donc en ayant le plus de joueurs possible. Mais la qualité du joueur, c'est secondaire pour eux. C'est le nombre de joueurs qui importe. Donc ils s'en fichent. Et du coup, il reste des personnes qui sont intéressées parce que c'est pionnier, c'est nouveau. Donc on va pouvoir retirer des données, des datas, on va pouvoir faire des exercices et des expériences autour de ça. Donc sociétal ou ce genre de Mhm. choses. Et la deuxième solution, c'est le sponsoring. Donc du coup, en fait, on se fait sponsoriser. Notre section et notre association fait comme office de club D'accord. et on est en partenariat avec le lycée. Voilà. Ok. Ah oui, donc c'est quand même un montage assez complexe aujourd'hui On est pour obligé. pouvoir faire Ouais. vivre ça. Mais c'est très bien de l'avoir fait. Encore félicitations, parce que je trouve que c'est une belle initiative. J'espère que ça va se développer. On arrive bientôt à la fin de l'émission et je voulais quand même aborder un point parce on a beaucoup parlé justement du fait que c'était un support qui pouvait être efficace, donc le jeu vidéo pour ces messages de société. Malgré tout, la question que je me pose, c'est tout de même, et on en avait un peu parlé ensemble, Sébastien, rapidement quand on s'était appelé, c'est est-ce que c'est réellement le bon support, étant donné que le jeu a ce côté divertissement, comme on l'a dit au départ, est-ce que ça ne vient pas décrédibiliser le message? Oui, ah bah, ça, c'est aussi une vraie question, c'est de se dire comment je peux aborder un sujet sensible sans pour autant, parce que c'est du jeu, le faire percevoir de façon euh, c'est peut-être pas forcément décrédibiliser, mais disons lui amener une légèreté qui pourrait être malvenue ou mal perçue Mhm. et aller à l'encontre du coup du message que je veux faire passer. Et ça, j'ai envie de dire, il n'y a pas de réponse toute faite. Ça, à nouveau, je pense que ça nécessite de la réflexion, de la recherche. Je vais prendre un exemple, c'est comme le cinéma. Le cinéma, quand il est apparu, euh,
comment on tournait? On posait la caméra et Méliès, si vous regardez les premiers films de Méliès ou des Frères Lumière, etc., il posait la caméra, il reproduisait ce qui se faisait au théâtre, en gros, hein, je me mets sur une scène, etc. Puis petit à petit, il y a des théoriciens qui étaient aussi des réalisateurs, notamment en Russie soviétique, qui ont théorisé l'art du montage. Voilà, Eisenstein, Kuleshov, etc. Bon, bref. Et en réfléchissant à ça, ils ont réussi à faire passer différemment, mais de façon spécifiquement cinématographique, certains messages qui alors encore paraissaient difficiles de faire passer au cinéma. Le cinéma, quand il est apparu, on a les discours des ministres à l'époque en France, étaient considérés comme une machine d'abrutissement pour le peuple. Bon. Et peu à peu, on s'est rendu compte qu'avec ce langage-là, on pouvait peut-être aborder de façon spécifique certains messages au-delà de son aspect de divertissement, parce que le cinéma aussi est né dans les milieux forains, etc., comme le jeu vidéo est né dans un contexte avec les salles d'arcade qui pouvaient être très forains, etc. Bon, donc moi je crois fondamentalement que progressivement, petit à petit, et c'était aussi l'intention de mon jeu, on peut essayer de faire changer les regards. Et moi je l'ai bien vu, hein, mon premier jeu vraiment expressif qui abordait des sujets sensibles qui datait de 2011 parlait d'atteinte à l'enfance. Alors à nouveau, sujet super compliqué, je pense que mon jeu c'était un des tout premiers jeux à le faire. Ok, Il n'y en avait pas réellement avant ça. Euh, mais en même temps, j'avais très fortement conscience de ça. C'était le tout début de la scène indépendante du jeu vidéo. Et je me disais, mais comment on peut aborder, est-ce que c'est même possible d'aborder des sujets comme ça dans ce qu'on appelle du jeu vidéo? Et donc, au départ, dans mon premier jeu, j'avais mis en scène des choses de façon très légère. Et puis, petit à petit, il y avait les messages qui se distillaient en me disant, bah, si les gens considèrent que c'est un jeu, peut-être qu'ils vont accepter petit à petit un message un peu différent. Ça avait plutôt bien marché. Et, et il y a eu cette possibilité, certains grands médias en ont parlé, enfin, le jeu avait été mentionné comme étant un des 12 meilleurs jeux gratuits de l'année 2011 par The Telegraph, qui est un des premiers quotidiens anglais. Donc je me suis dit, bah oui, si c'est possible, ils en ont même parlé dans le magazine de la santé sur France 5, je crois, à l'époque. Et même là, In My Heart, enfin mon dernier jeu, Libération on en avait parlé en concluant un peu de la façon suivante, en disant, bah, le mérite de ce jeu, c'est d'élargir les contours de ce qu'on considère être un jeu, en gros. Et en gros, moi, c'est un peu mon optique. C'est de me dire, ben, en instillant des messages un peu différents, tout en le faisant parfois dans des grandes productions, hein, ou en prenant parfois des risques, ou en montrant que c'est possible de prendre des risques. Et dans ce cas, il faut être en état de pouvoir le faire. Ben, on peut être amené à faire changer les visions que l'on va avoir sur le jeu, parce que le jeu, c'est un domaine qui est en perpétuelle transformation et changement. Et bah, la scène actuelle du jeu vidéo le démontre. Les idées qu'on se fait du jeu ne sont pas les mêmes qu'il y a 40 ans lorsque le jeu vidéo est apparu, quoi. bien sûr. Mathieu, ton point de vue là-dessus? Moi, je suis assez en accord avec ça et c'est vrai que, je rebondis sur un même jeu qui regroupe 2 éléments que tu as cités. C'est l'élément d'avoir des codes un peu sociétal dans les jeux qui permet de prendre conscience. Hem et aussi l'aspect propagande et en fait, j'ai trouvé, ces 2 exemples-là dans un seul jeu, c'est Call of Duty qui fait ça. Call of Duty, il y a ce côté très propagande qui lui a été reproché pendant longtemps parce qu'on est toujours les bons Américains gentils qui allons, dans les pays du Moyen-Orient, les grands méchants et les campagnes, c'était souvent autour de ces thématiques-là. Donc ils commençaient à mettre des pays imaginaires, mais les codes des pays étaient vraiment en lien, quoi. Donc ça posait un peu problème et d'un autre côté aussi, ils avaient, dans ces mêmes jeux-là, il y avait, plein de petits ils ont ajouté au fur et à mesure du temps des petits éléments qui te faisaient prendre conscience de ce que tu pouvais faire dans le jeu. Parce qu'on est quand même sur un jeu de guerre avec des missions d'infiltration, des missions, qui peuvent être, quand même assez, violentes et il y a des missions où on intervient, à travers les civils et en fait, à chaque fois qu'on pointe son arme virtuelle évidemment, dans des civils ou des enfants, en fait, le jeu, il te dit: «Non mais tu fais quoi là? C'est n'importe quoi» et il t'arrête ta mission si tu tires et c'est des détails comme ça, mais petit à petit, en fait, on peut saupoudrer le jeu d'idées comme ça, qui te paraissent d'un bon sens évident, dans la vie de tous les jours, mais qui, dans le jeu vidéo, peut nous permettre d'évoluer sociétalement. Alors là, j'ai pris un exemple qui est très extrême, et très direct. Je pense que personne serait capable, ne serait-ce que de lever une arme sur quelqu'un, dans les jeux vidéo, enfin, dans la vraie vie, mais dans le jeu vidéo aussi. Et c'est, voilà, donc je pense que c'est un élément où si on le saupoudre comme tu disais,
dans les jeux vidéo et qu'en fait, on peut changer l'état d'esprit. Et plus la personne est jeune et joue aux jeux vidéo et a ces marqueurs-là sociétaux qui sont instillés dans les jeux grand public, bah, peut-être qu'on va pouvoir faire changer, en utilisant le même outil de communication du jeu vidéo, bah, les mentalités sur certains sujets, ouais. Ça, c'est une possibilité. Je vous rejoins totalement. Merci Gaëlle d'être passée. Passe une très bonne soirée. Je vous rejoins totalement. Enfin, je pense que le jeu vidéo est une très bonne plateforme. Et notamment avec son évolution, je pense que dans les années à venir, hein, comme je vous disais tout à l'heure, ça sera vraiment une plateforme à utiliser, même pour un jeune public. Alors même si ce n'est pas recommandé de l'avoir pendant 8 heures par jour, mais pas forcément 8 heures par jour, mais d'avoir ces jeux qui vont permettre de manière ludique d'apporter des messages très forts et d'aborder des sujets du quotidien dans les écoles, notamment par exemple le harcèlement qui est un vrai sujet et qui doit être abordé d'une autre manière que ça l'est actuellement parce que malheureusement on voit encore des événements tragiques liés au harcèlement. Mais il faut D'ailleurs, je me l'adapter. permets Oui, vas-y. pardon, je me Vas-y, permets pour vas-y. le harcèlement, c'est super important, c'est que je pense que le harcèlement est une des premières causes, d'enfermement et d'isolement et du coup, d'addiction aux jeux vidéo. Je suis d'accord. C'est-à-dire que le harcèlement découle du harcèlement découle, l'isolement, de l'isolement découle la pratique du jeu vidéo et du coup, c'est pour moi, c'est même le travail direct que j'essaye de mettre en place, c'est qu'on inverse la tendance en disant: «Bah, tu as été isolé, du coup, tu joues aux jeux vidéo, bah, moi, je vais te montrer une pratique du jeu vidéo qui va qui va te resociabiliser et te revaloriser et du coup, tu vas sortir de cette chaîne Mhm. d'harcèlement». Pour moi, c'est une des causes les plus flagrantes, d'isolement et d'addiction, le harcèlement. Voilà, pardon. Non, non, mais tu as tout à fait raison. Et c'est un sujet qui est très, très important. Alors, je fais une petite parenthèse, un petit message, mais voilà, si vous êtes harcelé, ne le gardez pas pour vous. Partagez-le, parlez-en. Si dans l'établissement scolaire dans lequel vous êtes, on ne vous entend pas, parlez-en à vos parents. Il y a aussi des numéros. Alors, je ne l'ai pas là sous la main, mais voilà, sachez qu'il y a des numéros qui peuvent aussi vous aider. Mais ne restez pas seul, ne vous enfermez pas. Voilà, vous n'êtes vraiment pas seul à gérer cette situation et vous pouvez vous en sortir. Donc pour revenir à ce que je disais, donc effectivement, je pense que ça peut être un très bon support qui sera de plus en plus utilisé dans les années à venir, mais il faut que ça soit adapté au message, adapté au public visé par le message, ça c'est très important. Euh, Bonne soirée maman. Euh, on, le, on le voit, hein, c'était tout à l'heure, je crois que c'est toi Yoma qui le disait dans le chat, ou peut-être ah non, c'est Usti, pardon, qui le disait dans le chat. On aborde des sujets maintenant dès la maternelle primaire avec tout ce qui est inceste, etc. Ce sont des sujets qui pourront être amenés de manière ludique et qui feront peut-être un peu moins scandale de cette manière. Et il faut, de tout jeu, je pense qu'il faut l'amener de plusieurs manières pour que le message soit bien passé. Tu parlais de Valorant avec l'inclusion, tout ce qui est inclusif. Qui se voit beaucoup, hein, ça a attiré notamment que ce soit les femmes, beaucoup de femmes qui étaient sur CS sont passées sur Valo. On a vu aussi des personnes de la communauté LGBTQ+, qui ont été davantage vers du Valorant parce que c'est plus inclusif. Et donc, c'est l'avoir sous différentes manières pour être sûr d'impacter. Parce que certaines personnes vont être beaucoup plus touchées par des jeux comme Valorant où là, ils vont se sentir inclus. Le message ne va pas être frontal. D'autres personnes vont avoir besoin de quelque chose de beaucoup plus impactant, de manière plus frontale, justement, avec des jeux comme le tien, Sébastien, où là, le sujet est abordé pleinement et où on rentre vraiment dans le cœur du sujet. Et certains vont avoir besoin d'un message un peu plus éducatifs qui vont donner des conseils, etc. Donc je pense que cette diversité qu'on a aujourd'hui dans les jeux vidéo qui sont proposés, le développement de la scène, va amener justement à ce qu'on puisse aborder de plus en plus ces sujets de différentes manières et apporter un impact qui sera vraiment non négligeable parce qu'on l'a dit, l'industrie aujourd'hui est énorme et dépasse les plus grosses industries, notamment celle du cinéma et de la musique. Une conclusion de votre côté ?
Peut-être merci déjà pour nous avoir laissé cet échange. C'était Merci à vraiment vous. riche et vraiment de qualité. J'ai vraiment pris plaisir à pouvoir échanger et aussi à voir les réactions sur les commentaires. Peut-être juste une info parce que vraiment pour Bien moi, ce sûr. qui est important, et je crois que je suis revenu dessus pas mal de fois, c'est aussi avoir les outils pour penser à tout ça parce que penser, ça aide à la pratique et la pratique aide à penser. Enfin, moi, je suis complètement là-dedans. Je fais ce qui s'appelle la recherche-création. Donc, créer nourrit la recherche et la recherche vient nourrir la création et c'est la même chose pour la sociabilité, la pratique, etc. Donc il y a 2 3 ans, j'ai co-dirigé avec un collègue belge un ouvrage qui s'appelle Introduction aux théories des jeux vidéo parce que précisément quand on cherchait un bouquin d'introduction à toutes ces réflexions, dans l'espace francophone, on n'en avait pas. Donc on a réuni 40 spécialistes de la question sur 40 chapitres, donc ça fait un bouquin de 400 pages. Alors je ne vous prends pas le bouquin, parce qu'en plus il est gratuit en ligne. Donc si vous voulez le lire en papier, ben, vous pouvez, mais si vous tapez Introduction aux théories des jeux vidéo, vous pourrez le parcourir facilement en ligne. Et justement, on a un collègue qui est spécialiste par exemple de l'e-sport, Nicolas Besson, qui fait tout un chapitre sur l'e-sport. On en a d'autres qui font des liens entre jeux vidéo et cinéma, d'autres sur les pratiques de sociabilité dans les jeux vidéo, sur l'éducation aux jeux. Enfin voilà, donc ça peut être une façon aussi de prolonger la réflexion et d'accompagner parce que ben voilà, on est face par rapport on reprend le cas du parent qui ne sait pas très bien comment penser ce domaine, comment accompagner les enfants, ou bien même soi-même en tant que joueur, comment se situer par rapport à ça, ou même comment développer son goût. Hein, parce que moi, par exemple, j'ai fait des études de cinéma, et faire des études de cinéma, ça m'a appris d'autant mieux à apprécier les films. Hein. Et je crois que c'est la même chose pour les jeux vidéo. Mieux comprendre comment ils fonctionnent, c'est encore mieux les vivre, mieux en faire l'expérience. Donc voilà, si ça vous intéresse de voir un peu ce que je fais, plus du versant côté recherche, en plus de mon jeu, voilà, introduction théorie des jeux vidéo, c'est accessible voilà, gratuitement en ligne. L'avantage du service public. Mais n'hésitez pas, hein, que ce soit toi Sébastien ou toi Mathieu, à m'envoyer potentiellement des liens que vous voudrez partager. Je les mettrai en description de la vidéo YouTube. Voilà, que ce soit là pour le livre, même pour le jeu. Le nom du jeu avait été mis en commentaire et donc a été pingé par la suite, mais n'hésitez pas. Et puis Golrad, bah, si on peut avoir le nom de la section, le nom de l'équipe à soutenir, avec grand plaisir, je l'ajouterai. J'espère vraiment que ça va se développer. Un mot de la fin de ton côté? Oui, ouais, ouais, carrément. Du coup, là, c'est super intéressant parce qu'on a vu, plein de maillons, différents de cette chaîne qui est le jeu vidéo et son rapport à la société. C'était super intéressant. Hem et moi, je m'en suis spécialisé sur un dans la section e-sport, en étant convaincu que le jeu vidéo était un outil qui pouvait être positif au point de vue sociétal. Aujourd'hui, je suis très content qu'à mon échelle, je vois que ça fonctionne. J'espère que les mentalités vont changer petit à petit et que le jeu vidéo va être pris comme un outil, qui peut, heu, faire apprendre, qui peut, te rendre plus performant, meilleur, mieux en phase avec toi-même, heu et t'apporter plein de choses qui sont exceptionnelles. Hem Aujourd'hui, je m'en sers complètement pour sortir des jeunes d'une certaine torpeur ou d'une certaine difficulté qu'ils peuvent avoir en tant qu'adolescents et en fait, le refuge dont qu'ils ont eu, bah, en fait, moi, je m'en sers comme force en leur montrant qu'en fait, ils peuvent être valorisés, et ils peuvent s'en sortir. J'aimerais bien essayer d'aller un peu plus loin que ça. Moi, je viens d'une famille, de parents qui sont, éducateurs spécialisés grandi dans le voilà, ils ont grandi dans l'entraide et dans l'aide de personnes qui sont atteintes de handicap, que ce soit la trisomie 21, l'autisme, ou d'autres types de handicaps qui sont, assez pénalisants, dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui et j'ai eu des retours et des discussions avec, des parents d'associations, de parents d'enfants autistes, ce genre de choses qui, en fait, veulent utiliser absolument cet outil, pour pouvoir, aider au développement de leur enfant. Donc, je suis sûr qu'on peut aller creuser plus loin et qu'il y a plein de choses qui peuvent faire grandir la société à travers les jeux vidéo. Maintenant, on a fait le point avec les choses un peu négatives du jeu vidéo. Il y en a, je pense qu'il faut en être conscient et je pense qu'il faut commencer par élever le débat au niveau sociétal d'abord et arrêter de dire: «Ça rend violent» ou «C'est trop bien, vous inquiétez pas». Arrêter ce débat de conflit entre oui et non et peut-être élever le débat un peu en disant: «OK, mais qu'est-ce que ça implique vraiment le jeu vidéo et comment on peut s'en sortir pour que ça fonctionne dans notre société?» Voilà. Je suis d'accord. Bah, écoutez, merci à vous d'être venus. Merci pour ce que vous faites parce que vous abordez, de par votre métier, chacun
voilà, vous essayez d'avoir un impact très positif auprès des étudiants, auprès des lycéens, via les jeux, que ça soit toi Sébastien en développant des jeux avec un impact très fort, avec un message très fort qui a pu aider quelques personnes, que ça soit toi Golran également via ce que tu fais au quotidien, notamment en sortant des jeunes de cet enfermement, de cet isolement qu'ils peuvent avoir. Désolé pour le bruit. Merci Jax pour les abonnements. Et donc un grand merci pour vous parce que je trouve que c'est important. On parlait du sens de l'utilisation des jeux vidéo et là vous le faites avec un sens très impactant et un sens qu'on devrait tous mettre dans notre utilisation des jeux vidéo à un moment donné. Donc voilà, j'espère que vous serez un exemple pour certains. Merci d'avoir pris le temps de participer. Merci à tous d'être venus dans le chat et d'avoir participé à l'émission. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouveau débat et cette fois-ci, ça sera sur donc l'univers du jeu vidéo toujours. On parlera également e-sport avec un invité qui est beaucoup plus spécialisé dans l'e-sport, mais on parlera globalement de l'économie du jeu vidéo. Est-il en crise? C'est la question que nous aborderons. N'hésitez pas, si vous souhaitez participer également, vous pouvez m'envoyer un petit message et vous serez bien évidemment les bienvenus. Merci à tous, passez une agréable soirée.